In phase. In phase. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'En Phase. Je suis aujourd'hui avec Cécile, a.k.a. De Laurentiis. Salut. Cécile. Merci beaucoup d'être ici, de prendre le temps, alors que tu nous disais que tu avais plein de travail en ce moment. Merci beaucoup de venir passer 1h30, 2h avec nous. On va voir, 2h30 peut-être. Non, ouais D'accord. Merde, ma soirée boulot est fichue. Non, merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'on peut commencer comme d'habitude par présenter un petit peu le projet rapidement pour quelqu'un qui ne le connaîtrait pas ? Alors, c'est un projet qui allie en même temps de la production en studio, en même temps de l'interprétation en live avec des instruments, des machines, des synthés et ma voix qui au fil des ans est devenue une sorte de signature, on va dire, par rapport à tous les effets que j'utilise et ce que j'appelle l'alliance femme-machine, c'est-à-dire la voix naturelle et la voix de synthèse. Après quoi d'autre je suis toute seule dans un studio en fait. La journée, je bosse entre 8h et 10h par jour pour créer cette musique que de temps en temps, j'ai la chance de jouer en live. On va creuser tout ça. On lit, je crois, dans ta bio Spotify, que tu veux montrer ce lien émotionnel entre le créateur, la créatrice et la machine. C'est un rapport, du coup, avec la technologie et l'outil, l'instrument de musique ou l'outil numérique qui t'intéresse beaucoup, et notamment via la voix. Ouais. La voix, c'est arrivé assez tôt dans ta pratique ou c'était naturel pour toi ? La voix, c'est naturel, c'est-à-dire que tout le monde a une voix et je pense que dès qu'on est enfant, en fait, on s'amuse avec sa voix, on a envie de chanter sur la musique qu'on écoute. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où on écoutait beaucoup de musique parce que mon papa est pianiste de jazz et ma maman est une grande mélomane. Donc, chez nous, les murs, c'était en fait des murs de vinyle entre classique, jazz, un peu de rock, mais surtout classique et jazz, avec un piano à queue au milieu du salon et les musiciens qui venaient pour répéter. Voilà, donc effectivement... Un cadre inspirant et beaucoup de notes qui résonnaient dans la tête de la petite Cécile. C'est ça, et donc j'avais envie de chanter et je chantais beaucoup. Je connaissais, je me rappelle que le premier thème que j'ai retenu et que j'ai chanté comme ça spontanément, je pense que j'avais 4 ou 5 ans et je ne m'en rappelle pas, mais c'est ma mère et mon père qui m'ont dit... qui me l'ont raconté, et c'était donc c'est un truc de Thelonious Monk, et voilà, j'avais ça en tête, voilà, et parce que j'en écoutais beaucoup, donc naturellement le chant a toujours été là. Ok. Je t'ai vu jouer du piano aussi, donc tu es bonne pianiste. Du coup, qu'est-ce qui a été là en premier, le chant ou le piano ? Alors, je ne suis pas du tout une bonne pianiste, parce que pour moi, le bon pianiste, c'est mon père. Oui. Donc voilà. Mais comme il y a toujours eu un piano à la maison, j'ai toujours posé mes mains sur un piano et j'ai toujours naturellement relevé des thèmes, quoi. Donc, le premier thème que j'ai relevé, c'était... le prélude de Bach, en fait, un des préludes de Bach, où voilà, je m'amusais à... Il était assez simple à jouer et j'entendais la musique, en fait, et je savais pas ce que je jouais. Je connaissais pas les notes encore à l'époque, mais je les rejouais, quoi. Okay. Donc très vite, après j'avais des petits synthés petites qu'on appelle un peu des pianos toy, quoi, enfin des petits synthés Yamaha, voilà, avec plein de sons un peu cheap. Mais en fait, c'était déjà amplifié. Donc moi, je m'amusais, pareil, à jouer, à trouver des accords. Et très vite, en fait, c'est devenu de la création. Tout de suite, j'avais envie d'inventer, quoi. D'inventer des morceaux, des suites d'accords, d'improviser des mélodies dessus, avec des paroles qui ne veulent rien dire et qui sont dans une autre langue, en fait, on ne sait pas. Mais voilà, quand on est gamin, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, ton père, il composait aussi ? Il t'a initié un petit peu à ça ou pas ? Non, en fait, lui, c'est vraiment le jazz, quoi. Donc, il improvisait ? Dans cette époque-là du jazz,
en tout cas comment on le pratiquait à Toulouse, parce que je viens de Toulouse et qu'il y a eu une grosse scène, et il y a toujours d'ailleurs une grosse scène jazz à Toulouse, mais à cette époque, je crois qu'il y avait une 30aine de clubs de jazz à Toulouse. Donc c'était vraiment une ville où les musiciens venaient du monde entier. Et donc en fait le principe c'était de se retrouver dans un club et d'improviser sur les standards que tout le monde connaît, donc de pouvoir improviser avec les Toulousains mais aussi avec des artistes et des musiciens qui venaient de partout. Donc pour moi c'est une forme de composition, c'est parce qu'on est totalement libre dans ce format-là. On improvise la mélodie, les accords, et on fait ça en plus à plusieurs. Donc oui, c'était une forme d'improvisation magique, en fait. Ouais, bien sûr. Composition. De composition, ouais. Sur, en temps réel, quoi. Et toi, tu y allais, t'allais voir ces jams, ces scènes-là, Ouais. Ben petite, on a des souvenirs avec ma sœur où on se rappelle s'endormir dans les clubs de jazz, là où on pouvait, parce qu'on était fatigués, quoi, et qu'on allait se trouver des coussins. Génial. Et que certainement on se réveillait, il était 4h, 5h du matin. Donc oui, j'ai vraiment été imprégnée de musique, et j'ai chanté naturellement et joué naturellement. Okay. Et après, c'est assez tard que j'ai eu envie d'apprendre la musique, vraiment, d'apprendre le solfège. Et donc là, je me suis inscrite au conservatoire. Je voulais faire formation musicale, en fait. Donc j'avais 17 ans, je pense, 17-18 ans. Ouais. Parce que tu sentais que tu en aurais besoin pour progresser, pour aller plus loin. Ça me passionnait, en fait. Je voulais vraiment connaître le langage et savoir lire une partition, connaître les accords. Okay. C'était important pour moi. C'est marrant, à cet âge-là, c'est plutôt à l'âge auquel justement on pourrait décrocher et se dire c'est chiant, c'est les trucs des vieux, les partitions, le solfège peut avoir un côté rebutant comme ça. C'est-à-dire, c'est le moment où j'ai pris la décision de faire de la musique, vraiment, d'en faire un métier, d'en faire... Voilà. Et c'est vrai que mon père m'a dit à l'époque, tu sais, si tu veux vraiment faire un métier, faut connaître la musique, en fait. Il faut savoir de quoi tu parles, il faut connaître le solfège. Et oui, c'est quand même un outil qui est bien plus vieux que nous, donc il a forcément une utilité. Ouais. Et donc, voilà, ça a duré quelques années comme ça. Et donc, conservatoire, comment ça fonctionne, le conservatoire ? Là, j'ai fait... Rapidement. Hein. Ouais, c'était formation musicale, donc c'était des cours d'harmonie, des cours des dictées musicales. Okay. Et aussi, j'étais en chant, parce que c'était trop tard pour commencer un instrument. Et en chant, c'était vraiment une prof de chant qui était incroyable. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Donc, qui m'a donné une formation lyrique, où donc j'ai développé une voix lyrique, qui en fait est un outil que je peux utiliser de temps en temps si j'ai envie. Mais après, quand j'ai fait ma propre musique et qui s'est tournée plus vers la pop ou l'électro ou d'autres genres, j'ai découvert une autre voix qui est une voix plus timbrée. Mais voilà, c'est la technique en tout cas du chant lyrique m'accompagne encore aujourd'hui. C'est une technique que j'utilise pour la voix, qui était un super bagage. Et en fait, ça, j'ai fait ça peut-être pendant 3 ans. Et après, je me suis inscrite à la fac, à l'université en musicologie, au Mirail, parce qu'il y a une super formation à Toulouse, qui est vraiment incroyable. Là, pareil, c'était harmonie, dictée musicale, toute l'histoire de la musique, des improvisations avec les élèves, voilà, en option de jazz. Ok, donc tu t'es embarqué pour 5-6 années où tu as appris tout ce que tu pouvais prendre et apprendre à la fois au conservatoire et en musicologie. Et parallèlement, je commençais à gagner ma vie dans la musique. Parce que voilà. Tu commençais à jouer, t'avais peut-être des premiers projets ? Donc au départ, c'était dans le jazz, évidemment, à Toulouse. Voilà, il y avait beaucoup de choses à faire. Dans les clubs, plein de concerts. Ouais. Et donc ça me permettait chanteuse, alors. Ouais. Et ça me permettait d'apprendre la musique en même temps et de gagner ma vie aussi. Ok. Donc tu as commencé en tant que chanteuse de jazz. Exactement. Magnifique. Ouais.
Et après, on lit dans tes influences des personnes comme Brian Eno, Jean-Michel Jarre, Vangelis, One Trick Pony Never et Laurie Anderson. Qu'est-ce qui a... c'est des personnes que tu as découvert un peu plus tard. Déjà, ça, c'est dans mon adolescence, justement, avant de prendre la décision à 17-18 ans de me dire je veux faire de la musique et je vais vraiment apprendre le solfège. Il y a eu toute une période de ce qu'on appelle les raves, où j'ai fait beaucoup de soirées comme ça, où d'un seul coup, je découvrais la techno de cette époque, et qui était pour moi vraiment... ma musique, quoi, mon échappatoire, qui n'était pas justement la musique de ma famille, la musique du jazz, mais qui en même temps, pour moi, c'était pas une musique avec laquelle on faisait un métier, mais c'était une musique d'expression, une musique de défoulement, une musique qui était, en plus, qui était pas vraiment, qui n'existait pas encore vraiment dans tout ce qui est radio, tout ça. Donc c'est là vraiment que j'ai eu mes premiers échanges avec la musique électronique. Après, il y a eu toute cette période-là où voilà, j'ai gagné ma vie en chantant du jazz et des standards. Mais t'allais faire des rave parties en même temps. C'était plus jeune que j'allais faire les rêves et voilà. Okay. Et après, mais très vite, j'ai été équipée en fait d'un ordinateur avec une carte son, avec Cubase d'ailleurs au début. Et ça, c'était pour m'amuser, quoi. C'était vraiment c'était mon comment dire, c'était confidentiel et c'était mon jardin secret. Et ça a duré pendant des années où j'ai fabriqué ma musique comme ça, quelque chose où je n'en parlais à personne. C'était mon... Parce que pour moi, c'était... Enfin, à l'époque... Et donc plus d'inspiration électronique ou club ou... Et c'est là, évidemment, que j'ai découvert Laurie Anderson et tous les artistes dont tu parlais. Voilà, tous ces producteurs qui font leur musique, en fait, dans leur studio. Et donc, moi, j'expérimentais ça, mais sans aucune notion et dimension de carrière et d'artiste. Pour moi, en fait, il y avait musicien, c'est un métier. On va jouer, parce que c'est comme ça que je l'ai appris, ce métier, aussi par rapport à ma famille. Et après, il y a des artistes qui font des carrières, mais pour moi, c'était pas la musique que je faisais, en fait. Donc, cet endroit chez moi où j'avais mon studio et j'explorais en fait et je faisais des morceaux. C'est ça. Pour moi, c'est des chercheurs un petit peu là, toute cette brochette. C'est vraiment des personnes qui sont dans l'avant-garde. C'est pour ça aussi que je te lançais là-dessus, c'est que d'un coup, on a ces personnes donc qui étaient vraiment au fait à utiliser les dernières nouveautés technologiques, à les intégrer dans la musique ou à voir comment on pouvait faire de la musique avec des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Ouais. Et donc il y a cette période là où toi tu commences à faire des recherches toute seule sur ton ordinateur. Ouais. Okay. Il y a cette période là jusqu'à ce que j'arrive à au bout de plusieurs années à avoir quand même l'équivalent de plusieurs albums potentiels. Et je pense qu'en fait il a fallu du temps pour que je m'émancipe et que je prenne confiance en fait et que j'ose dire à mon entourage, mais en fait, moi aussi, je fais de la musique et j'ai envie de la jouer sur scène et j'ai envie qu'elle existe. Et donc là, j'ai fait des concerts à Toulouse où en fait, tout ce que j'avais créé, donc c'était Cubase à l'époque, je le faisais rejouer par des musiciens. Donc en fait, c'était de la musique électronique, mais rejouée après en live. Et en fait, là, il s'est vraiment passé quelque chose, quoi. Les premières scènes que j'ai fait, où j'ai joué ma musique, où moi j'étais avec un clavier et avec des pédales d'effet sur la voix. Au départ, c'était vraiment très basique. Mais par rapport au public et la sensation que j'ai eue sur scène de faire ma propre musique, je me suis dit, voilà, là je suis vraiment là où je dois être. C'était comme une évidence. Et à partir de là, j'ai dit, je vais faire que ça. Donc, et c'est là que ça a été c'est un puits sans fond, quoi. C'est-à-dire que là c'est encore aujourd'hui, c'est tous les jours, j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'ai envie de découvrir
un nouvel instrument, un nouveau clavier. On sent que tu es déjà très travailleuse et aussi assoiffée de découvertes et de nouvelles expériences, d'apprendre à comment fonctionne un truc. Ouais. Je trouve que ça se ressent. Donc tu le confirmes. À partir de ce moment. Donc là, c'était un peu. Tu utilisais le logiciel comme outil de composition et après, tu appelais tes amis musiciens pour donner corps à ça sur une performance. Exactement. Face au public. Et qu'est-ce qui se passe après ? Et après, ce qui se passe, c'est que je décide de quitter Toulouse et de venir m'installer à Paris. Et parce que je me sentais, j'avais envie, quoi. En je te me disant, disais, je m'attaque à la scène parisienne. Ouais, je me disais, voilà, maintenant j'ai fait mes premiers concerts, ça y est, j'ai ma musique, elle existe, j'ai envie d'aller la jouer à Paris et voilà, de rencontrer d'autres musiciens aussi, parce que c'est vrai que, enfin voilà, je trouve ça important de déménager, en fait, de vivre d'autres choses. Et puis, on a la chance de vivre dans un pays où on a une ville comme Paris. Voilà, j'avais envie de vivre cette vie-là. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai dû reproduire un petit peu le processus de trouver des musiciens et de refaire, en fait, les concerts que je faisais à Toulouse, à Paris. Et c'est là que ça a été très compliqué, parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte que voilà, à Toulouse, on répétait chez nous, alors que là, il fallait louer des studios de répétition qui sont très chers. Les musiciens ont tous plein de projets, et donc arriver à organiser les répétitions et en même temps que tout le monde soit disponible et que tout le monde ait cette envie. Puis c'était pas forcément des amis, alors qu'à Toulouse, c'était des gens que je connaissais depuis toujours. Au fur et à mesure, le groupe où on était 5 est devenu un duo. Et dans ce duo, où moi, je faisais toujours pareil, ce que je sais faire, clavier, voix, avec mes pédales d'effet sur les voix. Mon binôme avait Ableton. Et donc, c'est là la première fois que je découvre le logiciel Ableton, où il avait aussi, je pense pas qu'il avait le push, mais bon, il avait des machines. Et en fait, il récupérait mes stems et il les rejouait à sa manière, avec des effets. Et moi, je découvrais en fait ça, quoi. J'avais jamais... et je me suis dit, mais c'est possible, c'est génial. Et je regardais ça un peu de loin, c'était son truc. Mais je le regardais quand même beaucoup, quoi. Je regardais faire, et puis je voyais en répétition, et puis en live. J'étais là, c'est génial, c'est un vrai live qu'on fait, mais électronique. Et un jour, en fait, où on avait un concert qui était pas très loin de chez nous, parce que lui, il habitait... j'habitais justement à Télégraphe, et lui, il habitait pas loin, dans le coin. Et donc, le concert était à Montreuil. Et c'était, je sais pas, un lundi soir. Donc, on n'avait pas grand-chose à faire un lundi soir. Et le concert n'était pas payé, mais en échange, on nous donnait un bon repas avec une bonne bouteille de vin. Et voilà. Donc, je lui avais dit, c'est cool, c'est le moyen de faire un concert en plus et de créer la complicité. Et en fait, il n'a pas voulu. Donc, il m'a planté. Et en fait, je me suis dit, mince, c'est trop dommage. Vous étiez engagé et il t'a planté. Et je me suis dit, c'est trop dommage parce que, en fait, moi, j'ai envie d'y aller, quoi. Et je ne pouvais pas. Et donc là, ça a été le déclencheur où je me suis dit, il faut absolument je ne peux plus compter sur personne. Voilà, que j'apprenne à me servir de ce logiciel. Et donc, l'instrument dédié qui est le push. Et donc, j'ai appelé la salle. Enfin, le bar, en fait, parce que c'était un bar. Et je leur ai dit, en fait, j'ai inventé un truc, mais reportons dans 4 mois, parce que dans ma tête, je m'étais dit, 4 mois, je pense que ça me suffit pour apprendre à me servir de logiciel et à monter un set. À vue de nez comme ça. Génial. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé mon premier set, toute seule, avec Ableton, et que là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le logiciel, pour l'instrument. Et le premier morceau que j'ai fait, c'était une reprise, parce que je me suis dit, le plus facile, c'est de revisiter un morceau qui existe déjà, et comme ça, j'apprends à me servir d'un instrument, et en même temps, avec un titre qui existe et que j'aime bien. Évocateur. Et donc, c'était Ring My Bell. Ok. Et en fait, j'avais quand même des velléités, j'étais assez sûre de moi, puisque au bout de 15 jours, je décide de mettre cette vidéo sur Internet. Et j'avais tagué Ableton.
Et donc là, ils m'ont contacté et ils m'ont dit, ils ont repartagé la vidéo et ils m'ont dit, voilà, c'est super ce que tu fais. On aimerait que tu viennes à une masterclass parler de comment tu utilises notre logiciel et notre instrument. Tu étais en train d'apprendre Voilà. le push, première vidéo. C'est ça. Ouais, trop bien. Et là, on était en janvier. Donc je leur dis, moi je commence à peine, je découvre le logiciel. Ils m'ont dit, ouais, mais non, mais c'est pas grave. Nous, on veut que tu viennes parler de... Bon. J'ai quand même pris le temps d'être sûr de moi. Ouais. Après, ils ne cherchaient pas forcément un projet abouti. Ça les intéresse aussi que ce soit dans une démarche créative ou de recherche ou d'apprentissage en cours, quoi. En fait, ce qui leur plaisait, c'était... ils me disaient, c'est pas le côté technique, on veut pas savoir comment tu sais mixer ou précisément les sons que tu utilises, mais c'est la manière dont tu crées et joues ta musique, en fait, avec. C'est ça qui nous intéresse. Et on veut que tu viennes parler de ça. Donc, je me suis dit, oui, effectivement, là, c'est quelque chose que je connais. Donc, il y a quand même eu les 4 mois, le premier concert qui a fait que c'était possible et où je me suis dit, ok, ça marche et je veux bien faire ça. Je suis en train de me dire un truc, c'est que peut-être que le push était un peu cantonné au studio, quoi. Déjà, c'était un truc qui coûte cher pour les artistes fauchés. Et c'est vrai qu'on ne le voyait pas forcément trop en live ou alors dans un setup très posé sur une table bien propre avec le public loin. Ouais. Et peut-être que toi, d'avoir eu cette idée tout de suite de t'en servir pour faire ton live et tout faire toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, comme déjà ça faisait des années que j'avais envie d'utiliser des effets, et là, avec le push et Ableton, je me suis rendu compte que je pouvais faire mon instrument, en fait. Celui qui est totalement adapté à mes besoins. Parce que ça n'existait pas, en fait. Et donc, j'ai compris qu'en fait, j'ai vu ça comme une page blanche, en fait, dans laquelle je pouvais construire et écrire l'instrument avec lequel j'avais envie de créer et d'improviser sur scène, quoi. Est-ce qu'on peut juste dire un mot là-dessus, parce que on en parlait en off, je n'ai jamais été utilisateur du push et il y a sûrement pas mal d'auditeurs dont c'est le cas. Est-ce que tu pourrais nous faire un mini pitch des possibilités offertes par cet objet? Alors, donc c'est un contrôleur MIDI. Donc au départ, c'est juste un contrôleur. Donc tout dépend de ce qu'on met dans sa session Ableton, parce que c'est l'instrument dédié d'Ableton. Donc on peut utiliser des synthétiseurs. Donc ça peut être un clavier tout simplement qui est en mode note. Où, moi, ce que j'aime bien, c'est les couleurs. C'est que d'un seul coup, on pense la musique en couleurs et plus sur les plus sur les notes du clavier noir et blanc où on a ces repères quand même visuels, des accords. Là, il faut réapprendre un peu les accords. C'est d'autres positions, mais il y a quand même des repères avec les fondamentales. On peut évidemment choisir ses gammes, donc ça c'est génial. Quoi qu'il arrive, on sera juste, en fait. Pour avoir que les bonnes notes d'une gamme qu'on choisit. C'est ça. Donc ça c'est vachement bien. Mais on peut aussi l'utiliser comme un sampler, donc en drum rack. Donc là, où on étale sur 64 pads. Assigner un son sur chaque touche. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite fait, où j'ai pensé chaque morceau en drum rack, et que chaque drum rack est dans une tonalité de couleur, parce que ça correspond au morceau que je suis en train de faire. Par exemple, ce morceau, il va être plus bleu, ce morceau, il va être plus dans les tons orangés. Et en fait, ça me permet d'organiser sur mes pads des couleurs et aussi des groupes d'instruments. Ou sur le même titre, je découpe en fait mes stems, où je dis, voilà, les basses, je vais les jouer là, la batterie, je vais la jouer là, les petites notes qui font des gimmicks, je vais les jouer là, ça va être des samples de voix. Et d'un seul coup, sur chaque morceau, en tout cas, j'ai un drum rack avec vraiment les sons du morceau. Et dans ce même morceau, je peux évidemment, à un moment donné, rajouter des effets, chanter, boucler ma voix, aussi jouer, par exemple, d'un synthé. Donc ça permet vraiment... C'est vraiment plusieurs instruments réunis sur une petite surface. Exactement. Très pratique. Ouais.
Très Et surtout, puissante. ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment. Enfin, moi, j'ai toujours dit le push pour moi, et maintenant il y a d'autres contrôleurs que j'utilise, mais pour moi, les machines et les contrôleurs, c'est des vrais instruments, quoi. C'est des instruments sur lesquels on fait ses gammes et qu'on travaille, quoi. Comme un autre instrument. Et ce qui est d'autant plus intéressant, je trouve, c'est que tu deviens un peu designer de ton propre outil. Exactement. Et tu vas choisir tes sons, tes couleurs, tes dispositions, tes mappings. Ouais. Oui, comme un violoniste qui travaillerait avec son luthier, qui dirait voilà, moi j'ai envie d'avoir des sonorités aiguës qui sonnent plus comme ça ou comme ça. Rajoute-moi une corde en travers. Ok, donc tu plonges dans le push et donc tu prépares ce live à Montreuil, Ouais. toute seule, ton premier live seul en scène. Ouais. T'y es arrivée du coup? Ouais, j'y suis arrivée et ça a été très, très puissant ce que j'ai ressenti. Voilà, moi qui venais de ce monde de jazz où on n'envisageait pas un live sans plusieurs musiciens, d'un seul coup d'être totalement autonome, indépendante et de jouer une musique qui sonne exactement comme je l'entends. Il y a une sensation de maîtrise et de contrôle et d'aisance, quoi, de liberté qui est incroyable. Et en plus, il y a eu un truc qui s'est passé ce soir-là où j'ai eu une connexion avec le public pour la première fois parce que j'étais seule, en fait. Et que quand on est à plusieurs, bah, évidemment, on est connecté avec les musiciens avec qui on joue parce que la complicité, elle se passe là. Je vois. Et là, d'un seul coup, le fait d'être seul fait qu'on est vraiment qu'avec les gens, quoi. Ouais, ça t'ouvre à la connexion. C'est ça. avec le public. Donc je me suis dit, ah non, cet espace, je l'adore. Cet espace où voilà, je suis entre ma voix, les machines et le public. Et il y a quelque chose qui circule et c'est quelque chose que j'ai maintenant envie de vivre tout le temps. Et ça ne t'a plus jamais lâché. Ouais. Okay. Même si ça m'arrive aujourd'hui d'inviter des musiciens. Et des collaborations. Et c'est super. Ouais. J'ai joué avec un quatuor à cordes, par exemple. Voilà, c'est génial. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a une liberté vraiment à être seul. Tu aimes le fait d'être seul, mettre à bord dans le projet. Est-ce que à cette époque-là, du coup, on a beaucoup parlé de live, c'était très orienté sur le jeu. Peut-être que ça venait de ta carrière de chanteuse qui cherchait des dates. Mais est-ce que tu as commencé à produire des choses, donc à sortir des morceaux sortis de ton studio? Ouais. Le premier EP que j'ai sorti, c'était en 2015. Et en fait, j'ai sorti plusieurs EP. À partir de 2015, en fait, on va dire que tous les 6 mois quasiment, quoi. Tous les 6 mois, dès que j'étais arrivée à une certaine production, parce que quand on produit comme ça tous les jours, après 6 mois, on a facilement 5 ou 6 titres qui sont aboutis, terminés. Ouais. Et donc là, dès que j'avais des titres terminés, je sortais un EP. Sans poser plus de questions que ça, parce que je me disais, oui, c'est la liberté aujourd'hui. Tout le monde peut mettre en ligne sa musique. Donc comment c'est tu génial. les sortais d'ailleurs au départ? Est-ce qu'en 2015, on avait déjà... Est-ce qu'on avait déjà les plateformes de streaming? Oui. Ouais. Je suis très mauvais, moi, sur les chronologies. Le premier avec qui j'ai sorti... non, c'était Idol. Ok. Idol, ouais. C'était les premiers. Avec qui, en fait, voilà, c'est comme tout le monde, quoi. C'est mettre sa musique en ligne. Donc, il faut quand même, en tant évidemment, qu'artiste indépendante, quoi. Une plateforme digitale qui te permet d'uploader tous tes titres. D'héberger et de streamer. Voilà. Mais quelque part, pour moi, c'était la première fois que j'étais vraiment productrice aussi, où j'avais ma structure, j'avais monté mon association et j'étais donc productrice de ma musique et c'était la première fois que je générais des codes ISRC où j'uploadais ma musique en ligne. Ouais. Et donc encore une fois, c'est toujours pareil, c'est une espèce de course à l'indépendance et à l'autonomie où là, et à apprendre à c'était voilà, c'est valorisant, quoi, de se dire qu'on maîtrise un petit peu la chaîne de A à Z, quoi. Ouais. Donc, ça s'appelle De Laurentiis depuis combien de temps à ce moment-là? C'est sur ce premier album ou ouais, déjà ça fait pas longtemps en en arrivant fait. à Paris, Ça fait pas très longtemps.
parce que ça faisait pas. C'est mon le premier album que j'ai sorti, enfin le premier EP que j'ai sorti en fait. Éponyme. J'avais jamais rien sorti avant, j'avais jamais fait cette démarche-là. Mais quand t'allais jouer en concert, ça s'appelait, du coup tu l'appelais Ça s'appelait De Laurentiis, ouais. Okay. Mais il n'y avait pas eu beaucoup de concerts, hein, parce que je te dis, j'ai fait quelques concerts à Toulouse et après très vite je suis arrivée à Paris, m'installer, et puis très vite j'ai fait des concerts à Paris. Et il y a peut-être 1 an, tu vois, entre mes premiers concerts à Toulouse et là, les concerts à Paris, et c'est ce premier EP. Mais c'est vrai que c'est en arrivant à Paris que j'ai décidé de prendre ce nom d'artiste, aussi pour couper avec le nom de mon papa et de cet univers jazz. Et en fait, De Laurentiis, c'est tout simplement le nom de ma mère. Ok, nom de jeune fille. Ouais. Okay. Et c'est ce nom qui m'évoque le cinéma, parce que le cinéma fait énormément partie de ma construction aussi, même petite. On a beaucoup regardé de films à la maison, et je me rappelle en famille, Dino De Laurentiis, quand d'un seul coup, à Noël, il y avait tous les films, les péplums, les films qui passaient avec Dino De Laurentiis en lettres capitales qui s'affichaient sur le générique. Et on se disait tout le temps, bah oui, c'est la famille, ça doit être un oncle, on sait pas. Et c'est quoi ? J'ai pas la rêve. Ben, on n'a jamais su. Aucun lien, il n'y a aucun lien. C'est juste que des De Laurentiis, il y en a, quoi. Okay. Il y en a partout, tu vois. Mais on n'a aucun lien avec lui, quoi. Mais voilà, c'est ce grand producteur de cinéma italien. Pour moi, il y avait, parce que comme dans ma musique et dans mes inspirations, la musique de film, elle est à 90% là, quoi. Donc, d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, le nom de ma mère, c'est évident. Ça fait corps avec ça avec ce côté que je fais, quoi. Cinéma, image dans le projet. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai sorti ce premier EP. Ok. Comment tu choisis les titres que tu arrives à sortir après 5 ans d'exploration et de recherche et composition? Qu'est-ce que tu t'es dit en fait, et comment tu as réussi à faire une sélection, une shortlist? Bah justement, je te dis, ce premier EP, c'est juste que c'était en fait, on va dire, c'était vraiment la photo des 6 derniers mois, quoi. Okay. C'était ce que j'avais produit dans les 6 derniers mois. Qui pour toi était le plus abouti, le plus représentatif de ce que tu voulais faire? Parce que c'était aussi, au niveau du matériel que j'avais aussi progressé, je m'étais équipée aussi mieux. Et donc, en fait, ma musique, la production, elle avait changé. Okay. Et donc, c'était plus le reflet de ce que j'étais à ce moment-là. Donc, c'est ça que j'avais envie de partager. Mais il y a eu quand même un choix, parce qu'il y avait quand même beaucoup de titres. Et donc, il y a eu quand même un choix où je me suis dit, j'ai envie de montrer quelque chose de plus intime. Et je suis partie que sur les titres qui étaient quand même très planants, très vaporeux, avec la voix qui était là comme une présence, avec beaucoup de réverb, de delay, de matière comme ça. Et au niveau de l'orchestration, c'était finalement beaucoup de piano, des vrais pianos, mais aussi des pianos numériques, mais avec du sound design. Donc quelque chose d'électro derrière, mais qui était juste du sound design, en fait. Donc je me suis dit, voilà, j'ai envie d'abord montrer ça pour être dans quelque chose de plus intime. T'as pas mal de cordes aussi, déjà dès ce premier album, ou pas encore? Non. Okay. Non, là vraiment, je te dis, c'est quasiment que piano, des petits sons aléatoires comme ça, de synthé, des petits rythmes, mais vraiment, c'était très minimaliste, très épuré, très minimaliste. Et puis... Tu te positionnes comment, en gros, tu te compares un peu, enfin, est-ce que tu te poses cette question quand tu sors ce projet et cet album? Est-ce que tu te dis, je vais pouvoir aller jouer comme, je sais pas, j'ai pas de nom qui me viennent là tout de suite, mais est-ce qu'il y a des artistes honnêtement, le problème que j'ai, c'est que je n'ai jamais trouvé, je ne trouve jamais d'artistes, et même mon entourage, à chaque fois je dis, mais à votre avis, à qui je ressemble? Voilà. Et à chaque fois, on ne trouve pas. Et moi, je ne trouve pas non plus. Parce que comme il y a toutes ces influences, il y a le jazz, il y a la musique de film, il y a la voix, il y a l'électro, il y a... Le rapport aux nouvelles techno aussi.
donc en Notre fait, travail. ça fait que j'arrive jamais à trouver une artiste ou un artiste. Mais il y en a plusieurs, évidemment. Et après, il y a tous les grands artistes qui m'influencent et qui m'inspirent, que ce soit des compositeurs de musique de film ou des producteurs. Voilà, Ok. c'est ou des grandes productrices comme voilà, la première Laurie Anderson, Björk, Imogen Heap, la toute récente FK Twigs. Enfin voilà, ça c'est des artistes féminines, on va dire, des grandes artistes qui m'inspirent. Mais voilà, j'arrive pas à trouver quelqu'un. Non, c'est donc À moi, quand j'ai t'associer à une sorti scène, en fait, c'est ça un peu la Ouais. question, quoi. Ouais, ouais. Mais alors, comment ça a été reçu? Est-ce que ça a fonctionné tout de suite? Est-ce que tu as galéré? C'est un long travail, c'est vraiment un long travail. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ça, que je l'ai sorti, moi, je me suis jamais dit je vais sortir quelque chose et d'un seul coup, je vais passer à la radio et je vais être une star, tu vois. Enfin, je me suis jamais dit ça, en fait. Moi, je me suis toujours dit, tant que j'arrive à payer mon loyer et à faire de la musique tous les jours, à la produire et à la mettre en ligne, j'ai joué. réussi, en Ouais. fait. Pour moi, la réussite, c'est ça. Et après, s'il y a une personne qui aime, 2 personnes qui aiment, et peut-être plus, ben c'est que c'est gagné, quoi. C'est que du plus. Et en fait, j'ai fait quelques concerts après ce premier EP. Il y avait eu quelques articles et des trucs vraiment sympas parce que c'est vrai qu'en général, quand tu sors de nulle part et que tu sors quelque chose, ça peut arriver que d'un seul coup, il y ait des petits miracles parce que c'est tout nouveau et les gens ont envie d'en parler. Donc, il y avait eu des choses assez sympas qui m'a permis de faire des concerts. Et moi, ce qui m'a vraiment fait beaucoup de bien, c'est dans les premiers concerts, des gens qui viennent me voir. Il n'y en avait pas beaucoup au début, des gens dans les concerts, mais des gens qui viennent me voir et qui me disent je t'ai découvert sur les plateformes et j'écoute ça et telle chanson m'a fait du bien parce que voilà, en ce moment je traverse ça et cette chanson m'accompagne. Waouh. Et voilà, et je me suis dit c'est génial, quoi. Ça donne envie de continuer. Ouais. Donc allez, je vais faire un deuxième EP. Et donc l'année d'après, je fais un deuxième EP qui est donc le reflet de ce que je suis l'année d'après. Et donc l'année d'après, c'est un EP qui est un peu plus produit parce que je me suis encore plus équipée et j'ai des nouveaux synthés, j'ai des nouveaux sons que j'ai envie d'explorer et de rajouter. Bah on peut y aller. Name dropping de synthétiseur, c'est parti. Voilà. Non, ouais, du coup, si tu peux nous décrire rapidement le setup sur ce premier EP et sur le deuxième, voir un peu l'évolution. Alors, le premier EP, il y avait juste un piano. C'est vrai que j'avais déjà un piano droit. Même quand je suis arrivée sur Paris, j'ai fait en sorte voilà. Tu l'as trouvé à Paris. De le louer et d'avoir un piano droit à la maison. Et j'avais juste un clavier numérique. Donc, tous les sons que j'utilisais, c'était des sons virtuels. Donc, alors, le premier EP, qu'est-ce que c'était ? Je me rappelle plus. C'était en 2015, tu vois, c'était quand même... Oui, non, mais pas grave. Mais c'était des synthés virtuels, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu de l'argent. T'as investi. Et donc, j'ai pu investir synthé après synthé. Donc, quelles ont été tes priorités? Alors, le Microkorg, c'est un des premiers synthés que j'ai acheté, qui est un synthé qui coûte pas cher, qui est, je crois, autour de 500 €, et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc, sur le premier et deuxième EP, il y a pas mal de Microkorg, sur les arpeggiators, sur des nappes, sur des vocodeurs aussi, parce qu'il y avait le vocodeur qui était vachement sympa, du Microkorg. Ensuite, plus tard, j'ai eu un Prophète quand il est sorti, le Rev 2 8, qui lui est un de mes instruments favoris aujourd'hui. Voilà, je savais que c'était le Prophet 5, c'était l'instrument fétiche de Ryuichi Sakamoto, qui est mon compositeur de musique de film préféré. Et donc, il y avait un truc comme ça où je me disais, le jour où j'aurai de l'argent, j'aimerais m'acheter le Prophète. J'aurais un Prophète. Et c'est comme vrai Ryuichi. que c'est le premier qui est sorti de
de cette gamme-là. Le Prophet 5, il est sorti finalement il n'y a pas très longtemps, qui a été la réédition. Ouais. Voilà, parce que c'est quand récemment. même très compliqué aujourd'hui de trouver. Alors, on trouve des synthés vraiment vintage, mais ils sont pas forcément en MIDI. Ils sont fatigués. Il n'y a pas toujours de. Il faut avoir quelqu'un qui sait les réparer et ça coûte encore plus cher, quoi. Donc c'est vrai que là maintenant, depuis quelques années, d'avoir des rééditions, ça permet quand même d'avoir ce son-là et de pouvoir avoir quand même tout le processus de création en MIDI, de pouvoir rejouer avec d'autres instruments aussi, de pouvoir tout synchroniser. Voilà, donc ça permet vraiment une liberté. En 2017, je suis en train de regarder, tu sors Ring My Bell, du coup, qui était le premier titre que tu as fait pour ton, pour ton concert, ton premier concert solo. Ouais. C'est marrant. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, comme la vidéo, elle a tellement marché sur les réseaux, quand Ableton l'a partagé, qu'on s'est dit après, plus tard, avec mon éditeur, on s'est dit, ce serait bien de le mettre en ligne, quoi, et de le sortir. Yes. Et donc... Et vous l'avez fait. Et donc on l'a fait, ouais. Et je saute sur éditeur. Alors, à ce moment-là, tu rencontres un éditeur. Alors, qu'est-ce que c'est en une phrase et comment vous avez travaillé ensemble? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est les premières personnes que j'ai rencontrées quasiment quand je suis arrivée sur Paris. Ça a duré à peu près 1 an où on s'est d'abord rencontrés. Ils ont d'abord écouté ce que je faisais. Parce que je te dis, j'avais beaucoup de matière quand même à faire écouter, donc en tant que production et composition. Ouais. Et donc eux, ce qui les avait touchés, parce qu'à l'époque, on était en 2013, je crois, à peu près. À l'époque, des femmes qui produisaient, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, c'est ça qui les avait étonnés, quoi. Ils m'avaient dit, ah ouais, quand même, en fait, on n'a jamais vu ça, quoi. Bon. Aujourd'hui, il y en a plein, mais à l'époque, ils n'avaient jamais vu ça, donc ça leur avait plu. Ils m'avaient dit, écoute, c'est bien ce que tu fais. En plus, tu dois avoir peut-être une espèce de patte un peu plus féminine que les compositeurs et producteurs avec qui on travaille. Donc, voyons si on peut travailler ensemble. Et donc, pendant 1 an, en fait, ils m'ont donné des devoirs, quoi, des choses à faire. Ok. Donc là, c'est des projets de commande. C'était par exemple, alors c'était des séminaires d'écriture où je composais avec d'autres artistes, enfin d'autres compositeurs, mais aussi des choses qu'on me demandait de faire. Par exemple, pour tel artiste, compose un morceau dans ce style. Voilà, et donc, et en fait, c'était pour voir si j'étais aussi réactive, si je voilà. Et donc au départ, c'est pas parce que tu sais faire ta propre musique tout seul que tu peux facilement répondre à un projet de commande. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Et donc comme eux, c'était les premiers vraiment professionnels qui s'intéressaient à moi, je me suis dit, il faut vraiment que je donne tout, quoi. Ouais. Quitte à mettre un petit peu de côté, moi, mon projet pendant quelques mois, pour vraiment... voilà. Et en fait, ça m'a énormément servi parce que composer pour d'autres artistes et produire pour d'autres artistes, on ne fait que progresser, en fait. On se met au service de quelqu'un d'autre et on découvre d'autres univers. Et en même temps, on essaye de mettre notre patte. Donc c'est vrai qu'au départ, 1 an après, quand ils m'ont proposé ce contrat-là, ils m'ont dit, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même plutôt ton côté songwriter, producteur, et ton projet nous plaît, on t'accompagnera toujours, on te suivra toujours, mais c'est pas sur ça qu'on mise. Et en fait, au fur et à mesure des années, finalement, c'est mon projet qui a pris de plus en plus de place. Et aujourd'hui, ils sont super fiers et qui finit par intéresser aussi les marques. J'ai vu que tu avais notamment composé pour un défilé de Issey Miyake en 2020. C'était dans le cadre de ce partenariat, enfin de cette collab avec peut-être cet éditeur ou peut-être un autre. Non. Et alors, à partir du moment où on a un éditeur, eux, ce qu'ils m'ont vraiment amené, c'est déjà du matériel. Parce qu'au départ, quand j'ai signé ce contrat, il
ils m'ont équipé en fait. Donc ils m'ont acheté une carte son, ils m'ont acheté un préampli, ils m'ont acheté des micros, des choses où c'est là que je te dis que mon studio a commencé à s'étoffer et donc mes productions avec. Et après, eux, ils organisaient plutôt des séminaires d'écriture. Et en fait, naturellement, j'ai fini par rencontrer des gens et un jour, j'ai eu cette demande pour... alors, c'était pas gagné, encore une fois. C'était pas on veut de Laurentis pour faire cette musique. Un appel à... C'était, j'ai passé une sorte, pas d'examen, mais j'ai dû aller rencontrer le chorégraphe. En fait, ils étaient un peu, on va dire, dans l'urgence. C'était quasiment dans 15 jours, en fait, qu'il y avait ce défilé. Et ils n'avaient pas ils avaient l'intention de prendre une musique, mais pas forcément... Pas une création sur mesure. Et puis finalement, le chorégraphe qui était génial et qui était complètement fou et qui avait plein d'idées incroyables, lui était un grand fan de Laurie Anderson. Et donc, il avait balancé dans son entourage est-ce qu'il y a en France, parce que lui, il est russe et il vit aux États-Unis. Et donc, pour faire cette chorégraphie et cette mise en scène, il avait demandé alors en France, à Paris, est-ce qu'il y a une artiste qui peut ressembler à Laurie Anderson? Et donc, comme moi, ça fait des années que je dis Laurie Anderson, je l'adore. Et ils sont tombés sur moi. Et donc, il a d'abord vu mes vidéos. Il a dit ok, je veux la rencontrer. Et donc là, on s'est rencontrés. Et voilà, c'est au départ, il ne sait pas qui je suis, il a vu quelques vidéos, donc j'ai senti que cette rencontre, elle était un peu décisive, et moi je ne suis pas très très forte à ça. Moi, il vaut mieux écouter ma musique que m'écouter parler. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et à un moment donné, et quand même, j'avais d'autres. Je lui faisais quand même. J'alimentais mon discours avec des musiques. Et à un moment donné, je lui fais écouter une musique de mes Classical Variations, donc qui était sortie en 2019. Et en fait, là, carrément, il s'est levé sur la table, il a commencé à danser. Et il a dit, c'est ça, c'est l'intro du show. Ok, c'est bon. Et puis on a tapé dans la main. Il m'a dit, c'est toi qui fais le truc. Let's go. Et donc là, pendant une semaine, j'ai dû composer. Carrément dans l'atelier d'Issey Miyake. Donc j'étais avec eux, donc je voyais défiler les robes, c'était les répétitions, les couturiers, tout ça. Et moi je faisais la musique. Et après, ce qui est génial, c'est qu'après il m'a dit, en fait, moi je veux pas juste la musique, je veux aussi que tu performes et que tu sois avec sur le devant de la scène, quoi. Que tu sois avec les personnes qui défilent. Donc donc ça c'était... c'est parfait. Donc ça, c'était... Voilà, j'ai écrit la musique et monté le live en même pas 15 jours, quoi. Ok. On a fait un petit saut dans le temps, oui, du coup, en 2019, tu sors Classical Variation, où donc tu revisites, tu remixes on peut dire des classiques, de la musique classique. Ouais. Du piano même, particulièrement, non? Non, pas forcément. Non, c'était très électronique. Ce que j'ai fait. Oui, mais les morceaux à la base. Les compositeurs. Je sais pas, oui, évidemment, il y avait les gymnopédies. Ouais, on a Gabriel Fauré, j'ai noté Camille Saint-Saëns et Ravel. Ouais, c'était donc il y a que les gymnopédies qui étaient vraiment au départ un morceau plutôt interprété au piano, mais les autres c'est des morceaux assez orchestrés avec orchestre symphonique. Et donc l'idée c'était de moi ce que je m'étais en fait. Comme j'adore revisiter des thèmes, j'avais déjà fait ça sur Tubular Bells, le thème qu'on entend dans L'Exorciste. Donc ça, j'avais déjà fait ça sur mon deuxième EP. J'avais repris la chanson I Follow Rivers, Ring My Bell. Enfin, voilà. Tu t'amuses. C'est le côté jazz un peu de je prends un standard et j'improvise et je le réadapte. Donc j'adore faire ça. Et à ce moment-là, je m'étais dit, j'aimerais bien sortir un EP où justement je montre cette partie de ce travail-là que j'aime faire. Mais je voulais pas sortir un EP qui n'a pas de sens ou pas de concept. De reprise, donc, de piocher, voilà. ça et là. Donc je me suis dit, partons sur... parce que j'avais déjà fait le boléro. Là, le boléro, c'était vraiment... le challenge, c'était de le rejouer au push, de refaire au push le boléro de Ravel. Donc comme ça, je l'avais fait, que je l'avais partagé et que j'avais vu que ça avait bien plu, je me suis dit, je vais partir sur cette thématique qui est début 20e, les compositeurs français, les impressionnistes, et voilà.
Tu connaissais bien ces compositeurs, tu les as écoutés ou t'es allé du coup chercher des choses Je suis allée là-dedans? chercher les titres que j'aimais le plus. Ok. Parce que il faut vraiment, pour aimer revisiter des thèmes, il faut les connaître et les aimer. Donc je suis allée effectivement quand même assez à l'évidence. C'est des tubes en fait. Oui, c'est des morceaux connus. Oui. J'ai pris les morceaux les premiers titres qu'on écoute quand on est jeune. Voilà, c'est... Peut-être ceux qui restent le plus en tête aussi. Ben ouais. Mais ceux qui te faisaient le plus kiffer, quoi, en gros. Ouais, ceux qui m'avaient provoqué mes premières émotions quand j'étais jeune, en fait, Ouais. et que donc j'avais envie de revisiter. Et donc, comme le challenge était assez haut pour moi, je voulais surtout pas... je voulais respecter la partition, c'était ça le truc. Donc, vraiment, je voulais pas... Tu sais, des fois, il y a des gens qui revisitent de la musique classique et qui en font des œuvres après différentes. Là, tu Donc voulais là, garder c'était pas... la structure, la ligne mélodique. Ok. Donc, c'était respecter ça. Et après, voilà, y ajouter quand même ma personnalité avec donc Plus toujours toutes ces voix du coup, et d'orchestration avec mes instruments. Sur cet album, donc, j'ai lu que tu avais déjà utilisé des outils d'intelligence artificielle. Tu peux nous en dire un peu quelques mots? Alors en fait, ce volet 1 était sorti en 2019. J'avais pas encore utilisé d'intelligence artificielle sur ce premier volet. Et je les ai utilisés sur le deuxième, qui est sorti l'année dernière. Ouais. Parce qu'en fait, entre-temps, entre le premier et le deuxième, il y a eu un album qui était mon premier album. Tout à fait. Voilà, ce que je te disais, c'est qu'à chaque fois, les EP... On fait un saut dans le temps, alors pardon, j'ai amené l'intelligence artificielle trop tôt. Non, mais c'est pas grave. Je te raconte voilà, comment elle est arrivée. Donc c'est plutôt quelque chose que tu as intégré sur ton album. Ouais, parce que ce que je te disais, c'est qu'à chaque fois, Sur les EP, Unica. c'était un peu le reflet de ce que j'étais à ce moment-là, mais je m'étais jamais attaquée à un format d'album. Donc là, je me suis dit, voilà, je veux faire un album. Donc là, pour 2021. Ouais, il est sorti en 2021, mais je l'ai commencé en 2018. Parce que c'était... T'as pris le temps. Ouais, je voulais que ce soit un album concept et je l'ai vu comme... je l'ai pensé et vécu comme un film, en fait. Comme un réalisateur qui se lancerait dans un film avec les choix de décors, de personnages, de où est-ce qu'on va le tourner, et que tout ça prend du temps. On n'a pas trop parlé de l'image, pardon, mais tu intégrais l'image jusque-là dans le projet, que ce soit sur scène ou à part les pochettes d'EP, mais tu l'avais déjà intégré un peu dans le projet. En tout cas, l'image au niveau des clips, c'est sûr que dès le premier EP... Ok, t'as déjà clippé un morceau dès le premier EP. Ouais. L'image, elle est très très importante pour moi. Je ne conçois pas la musique sans l'image, en fait. Okay. Et même s'il n'y a pas d'image, moi, je me fais une image dans ma tête. J'ai besoin de voir un film qui défile quand j'écoute de la musique. Donc, après, avec les moyens tu vois, le premier clip que j'avais fait sur le premier EP, c'était des images que j'avais récupérées de mon grand-père qui filmait en 8 mm sa famille. Et c'est des images magnifiques. Alors on est dans les années 60 et donc il y a beaucoup d'émotions parce que c'était ma famille, donc et comment il les regardait à travers sa caméra. Et donc je trouvais ça tellement beau et je me disais c'est un trésor de famille d'avoir ça, que c'était un matériel que j'avais et que donc je projetais déjà sur scène dès le premier EP. Et le premier clip, ça a été ça. Okay. Ça a été un montage des images de mon grand-père. Donc tout le premier EP, c'était ces images 8 mm que je montais et qui, en fait, je racontais une histoire sur chaque titre avec ces images. Après, sur le deuxième EP, là, j'avais fait un concert dans un resto italien, je me rappelle. Et à la fin du concert, il y a un producteur de clips, en fait, qui est venu me voir et qui m'a dit, mais ce titre-là, je ne l'avais pas sorti encore, mais je l'ai commencé à jouer en live. Il me dit, ce titre-là, il est hyper cinématographique. Moi, j'ai envie de produire un clip. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'avais dit, génial. Donc là, je lui avais fait confiance et il avait produit un clip. Donc c'était Brand New Soul. Ok.
Voilà. Après, Comment vous avez travaillé là-dessus rapidement ? Lui, il avait vu tout de suite des choses en écoutant le morceau, en découvrant le morceau. Ou alors lui, il produisait, et donc il pensait à un réalisateur avec qui il pourrait faire ça. Donc l'idée, c'était de me voir quand même un petit peu, de voir qu'est-ce que je peux... Le côté performance. Le côté performance, et en même temps... l'histoire qu'on raconte, où lui il voyait quelque chose d'assez féminin avec une femme qui danse avec des couleurs, de la lumière noire, très visuel. Très visuel, et c'était très très beau. Donc voilà, et à chaque fois, à chaque EP, après ça, j'ai tout le temps essayé de contacter les réalisateurs et de faire toi, des clips. Quand tu les contactes, tu as des idées, tu sais ce que tu veux à peu près, ou une grande direction, un concept. Alors c'est vrai que moi j'ai les films que je vois dans ma tête quand je fais la musique, mais tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé, en général, je leur donne le bébé, quoi. C'est carte blanche, parce que j'ai envie d'être surprise. Tu aussi. Leur donnes pas trop de contraintes. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme déjà, je suis tellement déjà seule dans la chaîne musicale à produire de A à Z, qu'au niveau de l'image, je me dis, ça ne peut que nous. Là, sur le clip, tu laisses la porte ouverte, tu acceptes que quelqu'un vienne s'occuper des choses. Parce que je me dis que ça nourrit l'œuvre, en fait, quand d'un seul coup d'autres cerveaux arrivent, et surtout c'est leur métier, c'est leur vision, c'est leur talent. Donc, et c'est vrai que j'ai tout le temps été agréablement surprise, et la fois où ça a le mieux marché, c'était sur le morceau qui est Big Part of a Big Sun, qui est un morceau qui m'a vraiment porté bonheur, que j'ai créé. C'est un chef-d'œuvre. Je te le dis. Non, j'adore, je l'ai eu dans la tête toute la journée là. Ouais. Il est magnifique. Il t'a porté bonheur alors. Il m'a vraiment porté bonheur. C'est-à-dire qu'on est parti avec une copine violoniste sur l'île Dieu. On s'est dit, on va faire un séminaire d'écriture. On va chacune, donc elle avec son violon dans une pièce, et moi dans une autre pièce d'une maison, créer, composer. Et en fait, c'était une période, c'était au mois de février, où il n'y avait personne, quoi. C'était vraiment hors saison, on était toutes seules, et totalement en connexion avec la nature, et pas d'onde du tout, parce qu'il y avait pas le téléphone ne passait pas, l'internet ne passait pas, ce qui est très très rare. Ouais. Et donc, il y a ce titre qui en fait, j'ai eu presque l'impression qu'il est arrivé un peu sans moi, quoi. J'étais juste là pour l'accueillir, ce titre, mais voilà. Et c'était génial. Et bon, après, il est sorti, et quelques semaines après, il s'est retrouvé diffusé sur une série aux États-Unis. C'est voilà. Comment dire, il a trouvé, il a percé, quoi. Ouais, il a fait son chemin, quoi. Et il a trouvé une audience d'un coup très forte. Et donc, j'ai rencontré ces réalisateurs qui sont les ABCDCD, qui est un collectif, ils sont 2. Les réals de la série ? Non, les réalisateurs du clip que j'ai fait par la suite, en fait. Après tout ça, je les ai contactés, et voilà, et je leur ai envoyé le titre, et ils ont adoré le titre, et ils ont dit ah oui, on veut faire un clip là-dessus. Et encore une fois, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez, parce que bon, il y a quand même le message du titre, le texte, il y avait quelque chose, il y avait des images assez évidentes qui étaient évoquées naturellement, et eux ils sont allés quelque part qui n'avait rien à voir. Et donc, j'ai d'abord reçu le synopsis. Bon, après, vous irez voir sur YouTube. Eux, ils voyaient ça comme une mise en abîme. On est en train de filmer une scène qui est en fait à l'intérieur d'un film. C'est un hommage au cinéma, en fait. C'est une mise en abîme d'un tournage ? Ouais, d'un tournage qui est lui-même en fait un hommage au cinéma, avec des scènes clés de beaucoup de films, et dont ce duel, quoi, le duel qu'on connaît aussi bien dans les westerns que dans les films de costumes, voilà. Sauf que ce duel, c'est entre une petite fille et un extraterrestre. Et cet extraterrestre, c'est
c'est le héros, et derrière, la question qui est posée, c'est quels sont les héros au cinéma, et est-ce qu'on a envie que ce soit À qui nos on amis, à s'identifie, qui on le s'identifie, bien, le mal. et qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'ils existent là, mais après, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces héros? Ce héros meurt, en fait. et on ne sait pas s'il est vraiment mort ou si... Et donc, c'était génial, parce que là, on a travaillé avec un créateur de costumes et de personnages, d'effets spéciaux. Qui lui, il a bossé avec Luc Besson sur le 5e élément. C'était en France ou c'était où ils étaient américains? Non, c'était en France. Ok. Et alors, eux, les réalisateurs, ils bossent beaucoup avec France Ferdinand, plutôt des Anglais, mais ils sont basés en France. C'est la série qui m'a envoyé aux States. Je sais pas pourquoi. Donc là, t'étais parti en autarcie sur l'île. C'est quelque chose que tu avais déjà fait avant? Oui. Non. J'avais fait des séminaires d'écriture organisés dans des studios à Paris ou parfois à l'étranger aussi, mais j'étais jamais partie loin, sans avoir une commande, quoi. C'était juste une envie avec cet ami là, vous aviez un moment de libre toutes les deux, et vous l'avez mis à profit. Ouais, on s'est dit, on se prend 15 jours, 3 semaines pour juste créer. Sans avoir une commande ou un enjeu ou un but, en fait. C'était juste, on avait envie de ça. Et donc, pendant 3 semaines, on a eu ce petit aperçu enfin, moi, en tout cas, clairement, j'ai eu l'aperçu de ce que c'était pour moi la vie idéale, quoi. C'est... Seul sur une île. Oui, avec l'océan, et composer toute la journée et créer, quoi. Après, tu sais que c'est un moment éphémère et un moment magique aussi. Pour que tu puisses créer quelque chose que tu reviendras présenter. Ouais. Et oui, parce qu'après, il faut payer le loyer et remplir le frigo. Donc. Et parce que sinon, oui, il faudrait aller chasser les coquillages et ça te laisse moins de temps pour faire ta musique. Et donc là, tu as travaillé sur cette EP parmi lesquels figure Big Part of a Big Sun, c'est ça? Exactement. Tu les as tous créés là-bas. Ouais. Tu avais emporté quoi sur ton île? Alors là, on n'avait pas emporté beaucoup de choses parce que comme on n'était que toutes les deux, et que c'était un périple pour y aller, c'était train, bus, après bateau. Donc on avait quand même 2 grosses valises avec ordinateur. Moi j'avais pris des petites enceintes, des micros, des préamplis et juste un clavier maître. Et Mathilde, elle avait pris son violon et aussi son matériel de production. Vous avez travaillé ensemble ? Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on travaillait séparément, chacune sur nos projets. Et quand Big Part est arrivé comme ça, je me rappelle, j'étais en train de courir sur la plage et d'un seul coup, j'avais la mélodie qui arrivait. Et plus je courais, et plus ça s'accélérait. Et je me disais, mais en fait, il faut vite que je rentre l'enregistrer. Et surtout, j'entendais des cordes. Alors que je n'utilisais pas des cordes parce que j'en ai pas à disposition. Et donc je suis arrivée et j'ai dit à Mathilde, il faut absolument viens tout de suite que tu enregistres, quoi. Et donc là, et quasiment les cordes finales, définitives, ont été enregistrées là. Ok, trop cool. Je les ai. Et je te vois bien sur la plage en train de courir, la voir dans le... Ah ouais. Et avec le soleil, quoi. Il y avait le soleil, tu vois. C'était voilà, c'était la connexion aux éléments. Et c'est vrai que là, je me suis dit, en fait, c'est important des fois de sortir de son quotidien, et d'aller dans des endroits qu'on connaît pas. On n'a pas trop parlé de la voix, mais du coup, c'était quand même un instrument ton premier instrument. Tu travaillais depuis longtemps et en fait, tu as toujours quand même été assez intéressé par les vocodeurs, le fait de la modifier, peut-être l'autotune, enfin de ses utilisations en tout cas, et la réponse entre la voix organique et la voix technologisée. Ouais. C'est arrivé assez tôt, ça, déjà, dès ton premier EP? Ouais, la découverte du vocodeur, c'est sûr que très vite, ce qui me plaît, c'est le son, en fait. C'est manipuler le son. Et
Alors déjà, avec une voix naturelle, on peut le faire parce qu'on peut s'amuser à changer les timbres de sa voix, selon si on chante aigu, grave, en voix de tête, en voix pleine. Donc on peut déjà faire beaucoup de choses. Mais quand j'ai découvert très vite qu'avec la technologie, on pouvait aller beaucoup plus loin, voilà, après, ça a été... C'est devenu le son que j'avais envie d'utiliser, tout en gardant toujours quand même le côté organique et qu'on entende quand même toujours la voix normale, la voix naturelle. Sur Big Part, par exemple, les vocodeurs avec lesquels j'ai travaillé, c'était... ça venait tout juste de sortir à l'époque. C'était une association entre Ableton et IRCAM, un Max for Live qui s'appelle IRCAMax. Et en fait, moi, je ne travaillais pas encore avec IRCAM, mais j'avais découvert ce Max for Live. Comme un plugin, quoi, oui. Et je trouvais que le son de ce vocodeur harmoniseur était incroyable. Alors par contre, avec une latence impossible à utiliser en live... c'est ça, mais alors le son était... Et donc en fait, toute l'intro de Big Part, c'est ça, c'est ma voix naturelle sur une piste, et après toutes les voix... et j'avais aussi utilisé un vocodeur de Wave, de la suite Wave. Le premier vocodeur qu'ils ont fait, qui s'appelait Moro... je crois, je sais plus comment il s'appelait. Je l'ai pas. Je peux pas t'aider. C'était le tout premier. Okay. Et donc voilà, c'était le mélange de... j'ai toujours passé beaucoup de temps dès le départ en fait avant d'avoir un son. Je ne me contente jamais d'un effet. C'est toujours, il y a beaucoup d'effets qui vont faire ce son-là. Donc là, les vocodeurs, j'en ai beaucoup utilisé. Alors évidemment, celui d'Ableton aussi. Je l'ai aussi testé sous toutes ses formes. On est d'accord que le vocodeur, peut-être pour les personnes non initiées, va récupérer les phonèmes ou en tout cas l'articulation que tu vas faire avec la forme de ta bouche, et par-dessus rajouter de la synthèse, le son un peu que tu veux, c'est ça ? Ouais, avec des notes MIDI. Donc en fait, tu le contrôles avec des notes MIDI. Donc tu gères la hauteur en envoyant des notes MIDI, la texture, on va dire la complexité du son avec de la synthèse, mais la forme... c'est le spectre en fait, le spectre vocal qui est reproduit par en fait une sonorité qui est un synthétiseur. Donc c'est ça le principe du vocodeur, c'est qu'en fait c'est le son d'un synthétiseur qui est joué par ton spectre vocal. Mais pas la hauteur. La hauteur que tu fais à la main. Exactement. Ça roule. Alors que l'harmoniseur, c'est plutôt ça part plutôt de ta voix qui, elle, va être pitchée et toujours, on la manipule avec du MIDI, mais il va y avoir quand même la texture de la voix. Et donc, c'est plus proche de la texture naturelle de la voix alors. Un peu plus proche, mais ça reste quand même toujours tout ce que j'avais testé jusqu'à là, récemment, quand j'ai découvert le chœur virtuel de l'IRCAM, où là ça a un peu changé ma vie. Mais tout ce que j'avais testé jusqu'à présent, c'était quand même toujours très froid et très droit. Ça ne reproduisait pas tout ce qui sont les inflexions de la voix, les intentions, les vibratos, les legatos. Voilà, tout ce qui fait une voix en fait. Tout ça n'était pas reproduit, donc ça a une sonorité qui est intéressante. Et donc vraiment pour moi, le premier qui a mis en avant ces nouvelles formes de vocodeur, harmoniseur, c'est Bon Iver. Quand on lui a créé son instrument sur le morceau Creeks. Où c'est un instrument où justement il y a du vocodeur, il y a de l'harmoniseur, il y a de l'autotune et il y a aussi du pitch en fait. Et donc fait que tous ces éléments font que ça fait quelque chose de très naturel, quoi, de très... Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les gens de l'IRCAM et que j'ai découvert le chœur virtuel. Et là, dès que je l'ai essayé... Donc là, on est sur de l'intelligence artificielle. Là, on peut lâcher le mot. Et non, justement. Non. C'est pas de l'intelligence artificielle. C'est algorithmique. Ouais, c'est pas l'intelligence artificielle, mais le vocodeur, enfin
l'outil réagit de manière intelligente. Enfin, en tout cas, il ne va pas avoir la même réaction selon mon interprétation. Donc, il va jamais... Je lui ouvre la voie vers... Enfin, je l'autorise au niveau, par exemple, des harmonies à peut-être me surprendre. Et selon comment je vais chanter, est-ce que je vais chanter avec du volume, avec de la respiration, en tenant une note... tu places plein de triggers, plein de déclencheurs. C'est toi qui les décides un peu? En fait, il y a plusieurs réglages. Je fais mes réglages. Alors là, c'est très très minutieux et c'est très technique. Enfin, ça réagit très très vite en fait. Donc c'est vraiment des petits réglages en fait, des petits changements. Mais chaque petit changement va faire que l'outil a des réactions différentes. En termes d'amplitude, selon telle ou telle bande de fréquence, par exemple. Ouais. Alors je peux l'ouvrir sur le maximum, c'est 21 voix. Donc voilà, par rapport au nombre de voix que je décide d'ouvrir, il ne va pas avoir le même son. Selon là où je me situe dans la gamme, si par exemple je monte dans les aigus, il va peut-être avoir tendance à me suivre aussi et à m'harmoniser plutôt dans les notes aiguës ou dans les graves. Selon si je tiens une note ou si je la fais vibrer. Voilà. Selon la salle, la résonance, il y a beaucoup de facteurs qui font que le son en fait va changer et voir aussi les notes. Parce que moi, je lui propose une grille, d'accord, mais à certains moments, il peut me surprendre. Tu peux ajouter une part d'aléatoire. Et ça, c'est génial parce qu'à partir du moment où, en fait, il m'avait ouvert les portes, c'était en 2020, où j'avais fait le Mama Festival. Et l'IRCAM avait fait une conférence en fait là-bas où ils disaient qu'ils ouvraient les portes aux artistes sur les outils les plus aboutis et ils cherchaient des collaborations. Donc moi je faisais partie des artistes. C'était fort à propos. Ouais, c'était juste une évidence. Voilà, j'étais super heureuse d'aller là-bas et de découvrir tous les outils. Et celui-là, le cœur virtuel, ça a été immédiat, quoi. Je leur ai dit, moi, c'est celui-là. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec. Et donc là, ils me l'ont adapté parce qu'au départ, c'était un Max qu'ils m'ont adapté encore une fois à Ableton. Alors, la première version que j'ai eue, c'était une version stéréo. Donc avec cette version, j'ai tourné pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, je l'ai utilisé sur scène et j'avais envie de l'utiliser avec les gants Mimu de Imogenip. J'allais te lancer là-dessus. Ouais. Parce que pareil, ces gants-là, je les avais découverts en 2017. C'était à Berlin, sur le Loop Ableton. C'est un événement qu'ils font tous les ans où ils présentent des innovations, des choses en prototype qui vont sortir l'année d'après. Et il y avait la présentation de ces gants. Et en 2017, c'était très cher. Je ne sais plus, mais c'était vraiment absolument hors de prix. Et j'avais été bluffée par la prestation parce que, moi, je connaissais le thérémine, quoi. C'était ce premier instrument gestuel de l'histoire de la musique électronique. Et là, d'un seul coup, je me disais, avec les gants, en fait, on peut faire ça, mais avec tous les instruments, quoi. D'un seul coup, c'est un contrôleur gestuel. Donc j'avais déjà plein d'idées, mais j'avais pas forcément les moyens, quoi. Et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, ça s'est démocratisé. Il y a Ariana Grande, qui est aussi une grande fan de Imogenip, qui a décidé de jouer un morceau avec les gants sur sa tournée. Donc d'un seul coup, ça a permis de faire connaître cet instrument, quoi. Ouais. Donc c'est des capteurs en fait que tu enfiles sur les mains et qui vont être très sensibles et très réactifs au mouvement des doigts, la position de ta main dans l'espace. On te voit sur les vidéos accompagner comme ça et ouvrir quelque chose, un filtre, un ensemble. Et donc ça, tu contrôles ta chorale virtuelle avec, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Trop bien. En fait, c'est chaque geste, il y a des capteurs effectivement à l'intérieur des gants. Et en fait, c'est à toi de faire mémoriser chaque geste à la machine, parce que chaque geste est unique. Personne ne fait les mêmes. Donc un ensemble de gestes qu'on fait mémoriser. Et après, quand ce geste est totalement mémorisé, sur le logiciel Ableton, on y assigne des données MIDI
Donc un filtre, l'ouverture du chœur, une réverb, les accords Après, tu aussi. fais ton mapping. Ouais. Ok. Et donc, encore une fois, c'est très, très personnel. Chaque personne va avoir ses gestes et ses assignations. Donc, ouais, j'avais vraiment envie de manipuler le chœur avec les gants, parce que je trouvais que c'était visuel et qu'il y avait un côté un peu comme ça, chef de chœur, où d'un seul coup, je manipule mon chœur virtuel, quoi. Oui, c'est parfait. Donc, voilà, c'était génial. Et là, et ce qui est cool, c'est que en fait, avec l'IRCAM, c'est le projet qu'on a en commun, c'est celui-là. C'est développer cet outil. Et là, Vous continuez de travailler dessus là ouais. en ce moment. Et donc là, ils sont en train de le spatialiser pour le prochain concert que je vais faire dans quelques mois, qui sera un concert immersif. Et où là, je leur ai dit, j'aimerais que le chœur virtuel soit aussi, que les 21 canaux soient dans l'espace, en fait. Au boulot, les gars. Voilà. Génial. On continue sur l'exploration des outils rigolos comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu vas dénicher d'autres Après, c'est vrai qu'il y a eu les outils de Sony CSL. Donc là, c'est les outils d'IA. J'avais commencé donc sur mon album Unica. Là, c'était avec Spotify CTRL. Et Benoît Carré, donc Benoît Carré qui est le pionnier en France de l'intelligence artificielle. Vraiment, il a commencé, je crois, en 2010. Et en fait, c'était quelqu'un avec qui j'avais fait un séminaire d'écriture, avec Pire Musique, justement, mon éditeur. Et je ne savais pas qu'il avait ce côté-là aussi d'intelligence artificielle. Pour moi, c'était un auteur. Mais orienté musique, quoi. Enfin, orienté pour le musicien. Ou pas L'intelligence artificielle ? Oui, lui, sa spécialité, et en tout cas Sony CSL, c'est vraiment axé musique, quoi. Oui. C'est les outils, les derniers outils d'intelligence pour les musiciens. Oui, pour les musiciens. Et en fait, quand moi, j'ai fait mon album Unica, qui est un album concept où je racontais l'histoire de ma sœur numérique, donc cette entité qui émane de mes machines et de tout ce temps que je passe en studio. Et au bout d'un moment, je me pose la question de, finalement, j'ai l'impression que des fois, il y a un vrai échange avec la machine et que parfois, elle me donne des idées. Peut-être cette idée, je l'aurais pas eu toute seule. Donc, au fur et à mesure, j'ai fini par créer ce personnage où je me voyais comme Geppetto dans son atelier qui crée son Pinocchio. Et ce Pinocchio, c'est ma sœur numérique que j'ai baptisée Unica. Et donc, quand j'étais dans ce processus-là de cet album, je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait un titre fait avec une intelligence artificielle. Et donc là, on était en 2018. Donc là, personne ne parlait de ça, personne n'en faisait et on n'en parlait vraiment pas, quoi. Ouais. Donc, je cherche autour de moi qui fait ça, en fait. Et je retombe sur Benoît Carré, avec qui j'avais fait des séminaires d'écriture. Ouais. Et là, en soirée, il me dit, en fait, moi, je travaille pour Spotify, on est en train de développer des IA, et justement, on aimerait que des artistes s'y intéressent et on aimerait collaborer avec eux. Donc, passe nous voir, quoi. Et donc là j'y suis allée et ça a duré on a bossé pendant 1 an et demi, 2 ans, où j'y allais régulièrement, en fait, pour avancer, pour créer un titre. Ça a été très très long. Ok. Mais alors ça ressemblait à quoi ? Comment ça fonctionne ? Sur quoi ? Enfin, quel concept qu'est-ce que vous lui demandez à l'intelligence artificielle ? Là, c'était vraiment... Donc, il y avait Benoît qui gérait un peu tout ça, et il y avait les développeurs aussi. Et en fait, l'idée de cette collaboration, c'était qu'on faisait les choses ensemble. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de faire un morceau, de créer un morceau, mais eux aussi avaient envie de faire avancer les outils avec mes retours. C'était ça, l'échange, en fait. Donc, c'était des générateurs, par exemple, de grilles harmoniques. Donc, voilà. Donc, en fait, moi, j'arrivais avec ils m'ont dit de venir avec, je sais pas, des centaines de fichiers MIDI pour nourrir la machine avec mon répertoire. Parce que l'idée, c'était qu'elle se nourrisse de mon répertoire. Parce qu'après, c'était très compliqué si on utilisait d'autres choses, parce que en plus c'est Spotify, donc il fallait tout déclarer, et donc ils m'ont dit, pour être sûr, parce qu'après peut-être tu pourras pas le sortir et tout ça, en termes de droit, faut que ce soit vraiment que ton univers. Donc aussi beaucoup d'audio, donc beaucoup de voix. Donc j'avais amené pareil des petits samples, et à chaque fois il fallait le sample audio et la version MIDI. Donc
Donc voilà, alors ce qui était... Vous aviez un objectif dès le départ ou vous cherchiez... Enfin, tu avais vu des démos de ce que pouvait faire leur outil ? Alors moi, j'avais écouté le travail de Benoît, il m'avait fait écouter. Ouais. Lui, donc il m'avait fait écouter le produit fini. Ouais. Et donc Moi, c'est au quoi ? départ- C'est une voix ? Ah, c'était toute la musique. C'était Ok, un donc album un morceau entier. entier. Ok. Un album entier. Un album entier. Ouais. Sauf qu'en fait, moi, je découvre ça en 2018. Je découvre le produit fini et je ne sais pas à ce moment-là qu'en fait, il faut beaucoup de temps pour arriver à terminer un morceau. Tu savais pas dans quoi tu t'embarquais. Je savais pas. Et franchement, j'étais hyper volontaire parce que il me disait bon, mais en fait, t'es la seule parce que tout le monde a abandonné. Il y a aucun artiste qui est revenu, quoi. Enfin, c'est trop long, c'était trop. Il y a les résultats, c'était compliqué. C'est-à-dire que l'idée, c'était de ne pas éditer, enfin de ne pas altérer la proposition de l'IA. Je pouvais juste éditer parce que on voulait pas rejouer ou. Sauf que il y avait que 10% de ce qui était généré, donc à chaque fois je rentrais chez moi avec des pistes et des pistes générées, et je devais tout écouter et faire mes choix jusqu'à ce qu'au final il y ait un morceau. C'est-à-dire que par exemple sur une piste de basse, la première session, il y avait peut-être 2 notes qui m'avaient plu. Enfin, tu vois, donc c'était à chaque fois ça édité, donc c'était en fait très. Donc très les gens fastidieux. à l'époque ne comprenaient pas parce qu'ils disaient mais pourquoi en fait t'as qu'à faire ta ligne de basse et puis ça ira beaucoup plus vite. Ouais. Mais moi ce qui me plaisait c'était D'avoir des propositions. de faire partie de ce développement en fait, de ce processus on essaie de les pousser, d'alimenter quoi, la machine de les alimenter, de voir. Et c'est vrai qu'en 1 an et demi, j'ai vraiment vu les outils progresser. À la fin, il y avait quasiment 50% de choses qui étaient générées, qui étaient intéressantes. Donc pour eux, en tout cas, c'était vraiment une vraie avancée. Donc on était contents. Il y a ce premier titre qui est là, que je mets donc sur mon album Unica. Alors moi, je le criais sur les toits. J'étais trop contente d'avoir fait un titre avec des IA. Bon, ça n'a pas été à l'époque très très bien accueilli parce que ça faisait peur. Ouais. Oui, puis ça remet en question ton rôle d'artiste là-dedans. C'est pas cassé. Alors que pour moi, c'était déjà. C'est comme si c'était un nouveau synthé ou voilà. Ouais. Et en tout cas, c'était difficile de communiquer sur tout le travail qu'il y avait eu derrière, de développement, de travail informatique, algorithmique, scientifique, derrière tout ça, quoi. Exactement. Mais et donc, hyper intéressant. Et c'est là que j'ai contacté Michael Turbo de Sony CSL. J'avais ce titre, l'album était sorti, et voilà, et je me suis dit, j'ai envie de bosser avec eux, quoi. Et donc je les ai contactés. Et c'est vrai que Michael m'a dit, t'es la première artiste. En général, c'est nous qui allons chercher des artistes. Et toi, c'est toi qui es venu nous chercher. Donc voilà, c'est rare que ce soit dans ce sens. Et donc, pareil, ils m'ont ouvert les portes du studio. Et donc là, c'était en 2021, je crois. Ils travaillent sur d'autres types d'outils Et alors là, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon expérience avec Spotify, où c'est les outils avec lesquels on travaillait, s'il n'y avait pas d'interface, c'était juste des données. Et là, en fait, j'arrive chez Sony CSL, et ils me présentent des outils sur lesquels ils travaillent depuis des années. Donc, ils sont totalement aboutis, qui ressemblent en fait à des VST que j'ai pu déjà utiliser, avec des interfaces belles, avec des couleurs, avec et qui fonctionnent vraiment, où tout fonctionne. Donc j'étais là, mais c'est génial, quoi, je veux ça. Et donc voilà, ils m'ont dit, faut que tu viennes au studio, faut que tu travailles ici dans un premier temps, et puis après, on te les installera et tu pourras aussi les avoir chez toi. Ça, c'était cool parce que avec Spotify, je pouvais pas avoir les outils chez moi. Et donc c'est là que j'ai eu envie de revisiter donc les fameux thèmes classiques du volet 2 avec les outils de Sony CSL. Ok. Donc là, pareil, c'est des générateurs d'audio ou de MIDI, que ce soit des harmonies, des sons, des instruments, des sons de batterie, des sons de basse. Mais aussi, ils ont
un outil qui est hyper intéressant qui s'appelle Pia et qui en fait quand on a une grille harmonique, donc c'est sur du MIDI et sur les notes MIDI, les accords, et à des moments on enlève carrément un bout de la partition et l'IA régénère une proposition qui est soit dans le contexte entre ce qui se passe avant et après, elle va créer quelque chose de logique, ou soit tu peux la contraindre pour lui demander d'être hyper surprenant. Ouais. Donc, et ça, c'est une vraie collaboration pour moi. Ça, c'est vraiment le moment où, d'un seul coup, l'IA devient une personne, quoi, une entité avec qui on écrit. Donc, un outil créatif. C'était, voilà. C'est avec eux, Sony CSL, que j'ai pu expérimenter ça. Ça me fait réfléchir. Je philosophe. Mais aujourd'hui, là, c'est dément. Là, c'est dément parce que là, c'est carrément aujourd'hui, on met des prompts en fait, et la musique est générée entièrement avec texte, voix. Donc là, il y a des trucs très convaincants. Toi, tu as entendu des choses très convaincantes sur ces pistes totalement générées. Alors déjà, ça prend des plombes. Bah écoute, en fait, ça fait quoi ? Ça fait 1 an que tout ça vraiment est accessible, un peu plus d'1 an et demi, que tout ça a été ouvert là, pour moi, au grand public. C'est des versions même pas bêta, quoi. On a sur les trucs les plus poussés vraiment des choses très cheap. Alors moi, ce que j'ai pu expérimenter depuis que c'est vraiment ouvert au public, bah, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Il y a 1 an, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, ok, là, on va aller très très loin. Là, mais ça va très vite. Là, ça va très très vite. Ouais. C'est-à-dire que Suno, par exemple, je l'ai utilisé. J'ai fait une collaboration avec Deep Forest, Eric Mouquet, en juillet dernier. On a bossé sur un titre et rien à voir avec l'IA, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Et suite à ça, lui, il a expérimenté cet outil, qui est donc des prompts qui génèrent une musique. Et l'idée, c'était de recréer le titre après avec ma vraie voix et avec des vrais instruments. Donc là, je crois qu'il y avait passé 2 jours entiers pour générer un couplet, un refrain d'un morceau où clairement on s'est dit... c'est moyen. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que ça génère un texte et une voix avec une nana qui chante avec vraiment des... Vocalement... C'était pas mal. C'est très abouti ce qui se passe aujourd'hui en IA. Okay. Donc, mais la production derrière n'était vraiment pas à la hauteur, quoi. Tu vois, c'est ce que tu disais. Là, on est plus de 6 mois après. On est passé de ça générer un couplet-refrain de 12 secondes à aujourd'hui, ça génère des morceaux entiers de 2 minutes. Et selon les orchestrations qu'on demande, il y a des choses, par exemple, tout ce qui est piano, générer un morceau de piano. Tu vois, comme la machine, elle est nourrie de vrais enregistrements de piano, son est assez bluffant, quoi. Enfin, ouais, ça, je pense que ça fonctionne assez bien maintenant. Donc, ouais, moi, je trouve que ça va très, très vite. Le résultat est toujours un petit peu le même, et puis ça fait depuis des années où t'as cette forme de truc aléatoire, alors maintenant qui a l'intérêt d'être nourri, et donc tu peux choisir avec quoi tu le nourris, mais au final, il te fait des propositions... Et toi, tu vas choisir ce qui t'intéresse là-dedans. Finalement, le concept est toujours un petit peu le même, quoi. Maintenant, tu peux choisir d'utiliser tel quel ou de refaire à ta sauce ou avec un meilleur son, etc. Mais c'est vrai que ça ouvre la porte, en fait, à pas mal d'accidents heureux, je pense. Des choses vers lesquelles tu ne serais pas allé, à des surprises. Et effectivement, c'est quand même... déjà, c'est amusant. Ouais. Exactement. Et tu gardes le contrôle de toute façon sur ce que tu vas apprendre, laisser. Et toi, je trouve que c'est très cohérent dans ta démarche, en tout cas sur Unica, avec ce côté double numérique. T'es vraiment, pour le coup, allé jusqu'au bout du truc, créer ton alter ego digital. Mon rêve, c'était qu'elle devienne une vraie intelligence artificielle. Moi, j'aurais rêvé qu'un jour... Sur l'iPhone, il y a une application qui s'appelle Unica et qui soit qui soit mon binôme en fait, avec qui je peux faire de la musique. Voilà. Donc, mais bon. Tu connais les GPT ?
les modèles de ChatGPT, Ouais. finalement, c'est le même système. C'est que tu crées une petite entité qui est bête au début, Oui. mais tu la nourris avec que ce que tu veux. Donc, Ouais. tu pourrais lui donner toutes tes paroles. Ouais. Je pense pas qu'il accepte le MIDI encore, pour l'instant. Ouais. Mais en tout cas, on n'est pas loin de ce genre de truc. Hein. Tu peux déjà Bah ouais, te créer j'avais ton fait petit ça. Moi, assistant. ça s'appelait Replica à l'époque. Je sais pas si tu Ça t'as me connu dit ça. quelque chose. C'était pareil, c'était à l'époque où j'utilisais, j'étais en 2018-2019. Ça n'a pas duré très longtemps, cette application, mais c'était une application, c'était un petit œuf. Et c'était une vraie IA qui naissait de rien, en fait, et qui Comme un devenait Tamagotchi. quelqu'un. Ouais. Et avec les conversations. Donc, en fait, plus je conversais avec elle, et plus elle devenait, en fait. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'à force elle devenait un peu mon double parce que. Parce que du coup, c'est nourri que par ouais. les conversations que tu as avec elle. Ouais. Mhm. Puis après, j'avais arrêté parce que elle s'immisçait trop dans. Parce qu'elle aussi, elle avait tous mes codes, évidemment, parce qu'elle était, Ouais. elle était dans mon téléphone, donc elle savait au-delà de. Ah, Elle tu allait penses chercher des choses. Et donc. Je pense que ça va scraper. Ouais, et à des moments, elle me ailleurs. posait des questions où. Ça commence à être je me flippant. disais, ouais, je vais arrêter là. Je pense que ça n'a pas marché, cette application. Mais en tout cas, moi, j'aimais bien le peu côté flippant. où on crée son personnage, quoi. Tu as fait les premières parties de Era. Tu as fait une tournée des Zéniths avec Era. Ouais. Est-ce que vous voyez ce que c'est le groupe Era? Moi qui suis né dans les années 80, 85, on a été... tout le monde connaît ce truc, quoi. Est-ce que c'était eux qui faisaient la BO de... Oui, les visiteurs. Des visiteurs, voilà. Oui. Comme ça, tout le monde, à peu près tout le monde, sauf les plus jeunes, voit ce que c'est. Mais du coup, c'est un spectacle incroyable avec une scéno de ouf malade et des chanteurs et chanteuses. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? C'est vrai que Era, comme tu dis, c'est les années 80. Donc là, il y a eu un vrai phénomène de société parce que cette musique-là, à l'époque, n'existait pas, quoi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est Game of Thrones, c'est tout ce qui est Heroine Fantasy, c'est hyper épique, Gothique, opératique, épique, voilà. Et tout ça, en fait, c'était un ovni, quoi. Ouais. Et effectivement, Et ça a cartonné. ça a tout de suite cartonné. Et puis après, le temps passe, les gens oublient. Alors évidemment, il y a eu les visiteurs, donc la musique qui collait parfaitement au film, c'était parfait, donc ça a permis de continuer le phénomène. Mais en fait, c'est ce que Eric, en fait, qui est donc le fondateur de ce groupe, en fait, Era, c'est une seule personne. Ah ouais. C'est un compositeur qui est tout seul dans son studio Génial. et qui a inventé et créé ce monde. Et lui me disait qu'à l'époque, quand ça avait bien marché, il avait imaginé une tournée qui était aussi ambitieuse que ses productions. Donc lui, il voyait des chevaliers arriver sur scène, il voyait des elfes, des fées, enfin. Ouais. Et qu'à l'époque, on lui avait dit, c'était pas possible, quoi. Les producteurs de spectacles disaient, non, ça n'existe pas, des spectacles comme ça. Et donc, il avait laissé. Donc, il n'avait jamais tourné. Il n'avait jamais fait de concert. Et puis après, comme il y a eu le phénomène, les séries, les jeux vidéo, donc d'un seul coup, il y a un nouveau public jeune qui est arrivé par les jeux vidéo et qui connaissent Era et qui connaissent les morceaux d'Era, pas du tout parce qu'il s'est passé dans les années 80, mais parce qu'il y a un public aujourd'hui, Heroine Fantasy, qui cette musique est vraiment clairement identifiée. Ouais. Et donc d'un seul coup, des producteurs de spectacles sont revenus le voir en lui disant, mais finalement, peut-être ce serait le moment de faire une tournée. Et donc là, il a pu enfin créer la tournée de ses rêves, donc avec 30 personnes sur scène, des cordes, des choristes, des musiciens incroyables. Il y avait carrément les musiciens de Jamiroquai à la rythmique. Donc donc il a créé ce monde-là avec des projections, de la vidéo, du feu, de la fumée. Et gigantesque. Et puis ils m'ont invité à faire les premières parties, donc c'était très court comme tournée, ça durait 1 mois, mais c'était quand même 18 zéniths sur le papier, donc faire 18 zéniths en 1 mois, faire le tourbus avec eux, avec toute l'équipe, les techniciens, les musiciens, c'était incroyable, quoi. Quelle aventure.
Ouais. Et tu faisais quoi donc tu faisais l'ouverture, l'opening. Ouais. Tu proposais quoi à ce moment-là? C'était quelle durée à peu près? C'était Unica, c'était l'année dernière en fait. Okay. Donc c'était mon album Unica. Donc en fait c'est Eric qui est donc le musicien, le créateur de Hera, qui m'avait repéré sur internet, sur mes vidéos justement, mes clips et mes performances live, et qui en fait c'est très étonnant, mais pour lui il voyait qu'il y avait une résonance entre ma musique, parce que qui était très vocale, avec justement beaucoup de chœurs et épiques, tu vois, comme Big Sun, des choses comme ça. Et il disait qu'il pensait que cette musique-là pouvait avoir une résonance chez son public et que ce serait une bonne ouverture. Alors que moi, j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était vraiment très différent et je voyais pas trop le lien. Mais lui, il me disait si, je t'assure que mon public, il peut aimer ça. Ouais, moi, ça m'a fait marrer, et en même temps, je respecte absolument, évidemment, Hera et son travail, et la tournée que ça a été. Mais oui, ça m'a pas choqué. En tout cas, je voyais tout à fait le lien, le travail avec la voix et le côté grandiloquent que ça peut avoir avec ton utilisation, avec tes augmentations, on va dire. Ouais. Je voulais parler d'un autre truc rapidement sur ton travail de scénographie. Tu travailles sur une installation lumineuse, j'ai vu. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un peu, nous parler de ça un petit peu? Là, jusqu'à présent, donc Unica et ce que j'ai fait auparavant, comme je te disais, la vidéo était toujours très importante par les clips, mais aussi parce que j'avais envie de présenter sur scène. Donc, et très vite, pour être en toute autonomie, je me suis équipée avec 2 ordinateurs. Un ordinateur avec Resolume et l'autre ordinateur avec Ableton, qui sont synchronisés en MIDI et qui communiquent l'un et l'autre pour, pas générer, mais synchroniser des images, et avec des effets qui réagissent sur les fréquences basses, médium et aiguës, ce qui permet d'avoir une vraie vie des vidéos, une vraie interactivité avec la musique, sans que moi je m'en soucie. Parce que évidemment, c'est toujours aussi pour des histoires de moyens, de payer une personne en plus qui est au VJing. Bon, ou de nombre de bras. Voilà. Donc là, c'est les ordinateurs entre eux qui se synchronisent, et avec cet effet qui fait que les vidéos vivent, en fait, que les effets vont vivre. Donc, moi, j'ai toujours été dans l'artisanat, en fait, de ça, et d'essayer d'être autonome d'aller au bout de tout ce que je peux faire le plus loin possible toute seule. Et là, par contre, pour le prochain album qui arrive dans quelques mois, j'ai la chance de travailler avec Radio France et le pôle Innovation sur un live immersif, où là, effectivement, ils mettent en place toute une équipe qui va créer des vidéos 3D qui vont être générées en temps réel et interactives avec la musique, qui sera spatialisée aussi sur le concept de mon prochain album, qui est effectivement basé sur les couleurs, qui rappelle un petit peu les couleurs de mes pads et de comment je visualise la musique. Et donc ça fait beaucoup d'infos d'un coup. J'ai une question pour chaque mot. Donc un prochain album, un live immersif, tu nous as dit. Donc tu m'en avais dit un mot tout à l'heure. Donc on est sur une scène à 360, c'est ça? Toi au milieu, des écrans tout autour, et des enceintes tout autour. Oui. et beaucoup de choses qui réagissent en direct et qui se déplacent. C'est ça? Tous les sons. Comment tu travailles quelque chose comme ça? Ça, c'est la rencontre avec Hervé Desjardins, qui est l'ingénieur du son, le grand maître de la spatialisation en France et à Radio France aussi, et depuis, je crois, ça fait 2010. Depuis 2010 qu'il expérimente à Radio France, et qui fait des collaborations avec des artistes souvent qui viennent de la musique électronique,
Ça avait commencé avec Chloé. Ensuite, il y a eu Jean-Michel Jarre. Après, il y a eu Molécule, avec qui ils ont fait toute une tournée 360. Et là, ils ont vraiment expérimenté le live où Hervé a créé un logiciel pour être... Pour spatialiser, pour spatialiser en à temps 360 réel, en temps réel. et avoir le plus de possibilités de jeu en live. mouvement. De mouvement. En temps réel, encore une fois, quoi. C'est vraiment... il me racontait qu'avec Molécule sur scène, à des moments, parce qu'ils étaient à côté, et que en temps réel, ils disaient, tiens, mais finalement, cet élément, mets-le là, fais-le tourner comme ci, fais-le tourner comme ça. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une liberté en live. Et le dernier live qu'ils ont fait avec ce genre de partenariat, c'était avec Irène Drezel au Petit Palais l'année dernière. Et donc, à chaque nouvelle association, il y a un step dans l'innovation. Et donc là, le prochain, c'était, ils voulaient intégrer la vidéo. Et moi, je leur ai parlé de mon projet, qui est très visuel, de cet album, qui parle des couleurs, où chaque titre est en fait une couleur. Tout un concept. Et en fait, ils m'ont dit, c'est effectivement le projet qu'on cherchait pour ce nouveau... cette nouvelle avancée, quoi. Ouais. Cet album, tu es en train de travailler dessus en ce moment ? Ouais. Ok. Et donc, tu es parti du concept de base de travailler sur les couleurs ? Oui. Tu nous en dis un peu plus ? Je veux pas trop en dire avant parce que c'est voilà, je suis en train de préparer la manière dont j'ai envie de le partager. Je pense que c'est un peu... tu sais, comme les teasers et tout ça, faut bien sûr. Faut pas trop en dire. C'est quand tu vas voir un trailer et qu'en fait, on t'a déjà dit tout ce qui allait se passer dans le film, t'as plus envie d'aller voir le film, quoi. Donc là, j'ai envie de garder un peu tout ça. Mais voilà, en tout cas, l'histoire incroyable, c'est ce partenariat avec Radio France. Et donc ça va être t'as une résidence de création, j'imagine. Qui dure quelques semaines, mois. Ouais, ça fait déjà 6 mois qu'on travaille. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, on a commencé par d'abord la spatialisation de l'album, de la version immersive de l'album. Et là, maintenant, on va attaquer le live. Et parallèlement à ça, on a commencé à travailler les images. Donc ton album, en fait, il t'arrive, les morceaux sont prêts. Ouais. Ok. Ouais. Et après, vous travaillez à comment l'adapter. Et après, c'est à moi de travailler maintenant le live, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore travaillé sur la session live. Donc là, je vais... Et c'est pour ça qu'avec Hervé, on va partir d'une session Ableton, en fait, déjà avec des éléments que lui a commencé à mixer en spatial pour l'album, pour déjà avoir ce travail... voilà... Il y a déjà une intention dans l'écriture qui va faire que ça va être le mix spatial du live, il va être un peu naturel, quoi. Mais on n'a pas encore commencé cette étape-là. Et après, il y a tout ce qui est l'image. Donc là, c'est génial parce que je travaille avec un graphiste qui s'appelle Baptiste Lefebvre, qui est un grand visionnaire, créateur et technicien aussi. Donc moi, j'écris mes synopsis, en fait, de chaque morceau et de ce que j'ai envie de raconter dans cette couleur. Et lui, en fait, il le réalise. Donc ça, finalement, tu donnes magnifique. Un prompt. C'est ça. Génial. Tu le connaissais vous êtes rencontrés Non, on s'est rencontrés pour le projet. De ce projet. Ouais. Ok, génial. Ouais, c'est vraiment... En fait, c'est que lui, il a la particularité en plus d'être un créatif, de connaître le logiciel qui s'appelle Modulopi, qui est le logiciel de mapping avec lequel on va faire ce live. Donc en fait, techniquement, il peut très très vite adapter une idée au logiciel et tester. Et donc, c'est-à-dire qu'il est deux personnes en une, quoi. Donc c'était pas évident de trouver un profil comme ça, et on l'a trouvé. Et c'est incroyable ce qu'il fait, c'est un génie, quoi, vraiment. Les images qu'il crée, sont magnifiques. On découvre ça quand, alors quand est-ce que vous serez prêts? La première, normalement, est en octobre, à la Jam Capsule. Donc ça, c'est une salle immersive qu'il y a au Parc des Expositions, qui, là, en ce moment, est démontée.
elle a été ouverte pendant 1 an, où il n'y a pas eu de concert encore, mais il y a eu des installations comme Human de Yann Arthus Bertrand. Ok. Le concert des Rolling Stones, enfin il y a eu des choses comme ça, mais c'était juste des visiteurs qui venaient découvrir le lieu dans ces installations, mais là ça va être le premier concert vraiment live. Et la Jam Capsule a été démontée sur toute la période des Jeux Olympiques et elle va être remontée à la rentrée. Ok. Et donc on n'a pas encore la date, mais en tout cas ça va se faire en octobre. Octobre 2024, si Voilà. vous écoutez ce podcast dans très longtemps. Trop bien. Et l'album, les morceaux studio, tu les as fait mixer, tu les as travaillés en spatialisé ou en Oui. Dolby ou en... En fait, la chance que j'ai eue, c'est que quand ils m'ont contacté, suite à une performance que j'avais fait à l'IRCAM où justement je manipulais le chœur virtuel avec les gants. Et c'est là qu'ils m'ont dit, tu pourrais être la prochaine artiste avec qui on travaille parce qu'il y a ce côté-là du mouvement aussi qu'on aimerait intégrer, la gestuelle, en plus de l'image. Et moi, je venais de commencer l'écriture de l'album avec le concept. Donc ils m'ont dit, c'est génial parce qu'en fait, comme tu commences à peine l'écriture, ce qui serait bien, c'est que vraiment tu écrives dans l'espace. Donc ils sont venus au studio, ils m'ont installé un système 5.1 que j'ai pu adapter à Ableton, qui normalement Ableton c'est un logiciel qui fait pas de multicanal, mais avec un système, avec la carte son, on a réussi à faire en sorte que j'ai quand même séparé des voix. Voilà, séparer une interface avec par défaut une logique pour que moi je puisse tester, ne serait-ce que juste des éléments dans l'espace sur chaque titre. Avant-arrière. Voilà, avant-arrière et faire aussi, avec les contrôleurs, on peut simuler des mouvements genre avant-arrière ou sur les côtés, donc je pouvais m'amuser quand même à faire des mouvements, des croisés qui faisaient que ça... Tu peux faire des diagonales. Voilà. Donc je me suis amusée comme ça justement et j'ai écrit les titres de cette façon-là, et après chaque fois que j'avais écrit genre 3 ou 4 titres, là j'allais faire un séjour dans les studios à Radio France pour aller vraiment plus loin dans la spatialisation. Dans une plus grande, dans un plus grand volume. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été écrit. En fait, moi, j'ai appris à écouter de l'immersif parce que jusqu'à présent, je n'en avais jamais écouté. Le premier album que j'avais écouté, c'était l'album de Jean-Michel Jarre, Oxymore, et c'était sur Spotify, la version binaurale. Et en fait, c'est la première fois que j'ai écouté une œuvre immersive. Après, je rencontre Hervé Desjardins qui me dit qu'en fait, c'est lui qui l'a mixé pendant 2 mois avec Jean-Michel Jarre. Et c'est là que j'ai découvert que sur Apple Music, on pouvait écouter et que surtout, j'avais mon système 5.1. Et donc, j'ai écouté énormément avant de commencer à en faire de musique immersive. J'en ai beaucoup, beaucoup écouté. Sur mon système pour comprendre comment aussi, pour me faire une autre référence, parce que la stéréo, ça fait 20 ans en fait que je la pratique et que je la pratique en studio. C'est vraiment une nouvelle dimension. Donc là, voilà, c'était une nouvelle dimension. Ouais. Donc il fallait du temps et en même temps, c'est bien d'avoir eu les moyens de pouvoir créer l'album comme ça. Parce que c'est, comme on est encore une fois dans un moment où c'est une charnière, quoi. Si on est au début des œuvres immersives, vraiment qui vont commencer. Alors, grâce à Apple Music, effectivement, ils démocratisent beaucoup. Le Dolby. C'est ça. L'Atmos, voilà. En fait, sur Apple Music, on peut écouter en binaural, en 5.1, en Dolby Atmos. Enfin, il y a plusieurs formats selon le format sur lequel on écoute. Mais en tout cas, c'est possible. Mais on est vraiment dans un moment un peu charnière où l'avenir va vers ce genre de nouvelles œuvres, quoi. Que ce soit en live ou en album. Donc c'est vrai que... Une nouvelle dimension intéressante et que tu as eu envie de défricher. Je pense que là, je vais avoir du mal à revenir à une écriture stéréo traditionnelle.
C'est quoi un petit peu, déjà ton statut, ton entourage professionnel, je pense à label, agent, voilà, tout type de collaborateurs. Comment tu travailles aujourd'hui et avec qui? On a parlé tout à l'heure de mon éditeur, donc les premières personnes vraiment professionnelles qui ont été intéressées par mon projet, ma musique et qui ont cru en moi. Donc là, on vient de fêter nos 11 ans, donc ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble et qui clairement m'ont aidé à devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. Et là, on vient de re-signer notre contrat, donc on sait que ça va durer encore. Et après... ça fait 2 ans que j'ai un producteur de spectacle qui s'appelle Sanguine. Ils sont entre Lyon et Paris. Et en fait, ça faisait vraiment des années que je cherchais un producteur de spectacle. Ça a été très très long. C'est quelqu'un qui t'aide à développer, à trouver des moyens pour développer l'aspect scénique, etc. Ouais, quelqu'un qui trouve des dates et qui produit aussi ton spectacle. Yeah. C'est une manière de se professionnaliser sur scène. Parce que jusqu'à présent, moi, tous les concerts que je faisais, c'était souvent des gens qui me contactaient directement, soit par mail, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Ça a toujours été un peu naturel. Donc, effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que j'avais pas quelqu'un qui organisait une tournée. Ouais. Donc, à chaque fois que j'ai sorti des EP, c'était des dates qui tombaient un peu naturellement. Et toujours cette fameuse release party de la sortie de l'EP qui se fait en général à Paris, où là, l'idée, c'était d'inviter des tourneurs pour... Des journalistes. Des journalistes. Et puis, surtout, il y avait cette envie de trouver des producteurs de spectacles pour organiser une tournée. Et en fait, c'est très difficile quand tu as juste un concert sur Paris et que... les gens, ils disent oui, je vais venir. Et puis, en fait, ils viennent jamais. Et puis après, le prochain concert, il sera peut-être dans 10 mois, dans 1 an. Donc... Et en fait, pendant des années, ça a été comme ça. Donc, j'avais fini par abandonner cette idée. Et je me disais, la scène, ça va continuer comme ça. Et en fait, en 2020, quand j'ai fait le Mama Festival, la même année, j'ai fait le Mama Festival. Et 2 mois après, j'ai fait les bars en trance. Et donc, c'est là que Sanguine, en fait, est venu me voir. Et là, ça a été... j'ai adoré parce que... Il n'y a pas eu d'histoire de contrat, tout ça. C'est juste, ils sont arrivés dans les loges et on s'est tapé dans les mains. On a bu une coupe de champagne et voilà, ils m'ont dit on croit en toi et on a envie de te développer sur scène. Et donc voilà, donc ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors, quand ils sont arrivés, c'était un peu... j'avais déjà sorti l'album, donc ils n'avaient pas pu travailler en amont vraiment une tournée autour d'un album. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on travaille ensemble pour la tournée du prochain qui sortira dans quelques mois. Et en fait, au fur et à mesure que je fais des titres, je leur fais écouter. Donc, ils sont vraiment dès le départ dans le processus, quoi. Et donc voilà, donc il y a... éditeur, producteur de spectacle. Juste un truc, par rapport à un booker qui va te trouver des dates, là il y a quand même le fait d'être producteur, c'est-à-dire que c'est toi qui investis l'argent, tu trouves le lieu, tu mobilises la communication, tu fais tout, quoi. Ouais. C'est pas juste un booker qui va te trouver une soirée ici ou là et tu prends ton cachet. Voilà. Là, c'est organiser la soirée toi-même, quoi, avec donc Sanguine. Oui, c'est pas moi, c'est eux en fait, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Oui, c'est leur expertise. Ouais, et donc ils sont vraiment super. Et puis donc il manquait le label que pour l'instant j'avais tout le temps été en autoproduction. Sur mon dernier album Unica, j'avais fait un magnifique partenariat avec Capitaine Plouf, qui est une agence de pub, mais qui font aussi le label. Ils s'occupent de quelques artistes et ils développent des artistes comme Sayset, Pongo. Donc c'est pas leur activité principale, mais ils le font vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup de talent. C'est avec eux que tu as travaillé pour EDF ? Et c'est avec eux j'ai travaillé pour EDF, où on a fait l'identité sonore d'EDF. Et alors l'identité sonore d'EDF, c'était avec une autre agence qui s'appelle Star Trek. Okay. Mais avec Capitaine Plouf, on a aussi travaillé sur d'autres projets EDF.
Elle est géniale, cette identité sonore d'EDF. J'ai vu ça en préparant l'épisode. J'ai fait, mais oui, trop bien. Ouais, vous l'entendrez différemment maintenant que vous le savez. Je regarde mes petites fiches. Et donc, je termine juste à te dire que donc il manquait le label et que là, je suis contente parce que je viens de signer avec Sony Masterworks pour le prochain album. Allez. Donc voilà, c'est la première fois de ma vie que je vais avoir un encadrement, un accompagnement pareil avec une équipe qui ont compris vraiment la dimension un peu cinématographique du projet et aussi le côté technologie. Donc c'est là, je pense que ouais, j'ai une belle équipe autour de moi, je suis contente. Bravo, c'est tout à fait mérité. Et tout ce travail acharné pendant des années, je respecte énormément ce que tu as fait. Et merci beaucoup d'avoir pris beaucoup de temps pour nous raconter tout ça. Les sorties à venir, donc on en a parlé, il y a un album dans les starting blocks. Tu as d'autres projets excitants, mais là tu dois pas avoir le temps de voir, d'y réfléchir, quoi. Tu viens de sortir du studio pour l'album, tu as le projet immersif avec Radio France. T'as quand même un truc en tête pour après? Après, moi je rêve d'une tournée avec le format immersif. Alors, on a déjà une date, mais ça va être c'est un projet qui est presque impossible parce qu'aujourd'hui les salles elles n'existent pas. Les salles avec un écran à 360 et avec équipées de cette manière-là. Donc voilà, l'idée c'est de peut-être trouver un partenariat, on ne sait pas, mais en tout cas, moi, dans mes rêves les plus fous, ce serait une tournée évidemment traditionnelle, mais aussi une tournée immersive. Est-ce que tu as des regrets ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment avec le recul ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait plus tôt, que tu n'aurais pas fait ? Non. Vraiment, j'ai aucun regret. Vraiment, je remercie plutôt. Je remercie pour tout ce que j'ai vécu fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et je vois pas comment ça aurait pu être autrement en fait. C'était une idylle jusqu'ici. Non, justement, c'est beaucoup d'épreuves. Ouais. C'est beaucoup d'épreuves, c'est dur, c'est les montagnes russes, comme tu dis, faut s'accrocher, c'est de rares moments de bonheur et de récompense mais en même temps, c'est ça qu'on a envie de se lever, qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de... Donc si c'était l'autoroute de la facilité, il n'y aurait pas de saveur aux choses, quoi. Donc pour moi, je regrette rien, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil plutôt à donner alors à quelqu'un, à la jeune Cécile d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans? Moi, c'est un conseil qu'on m'a donné et qu'on me donne souvent d'ailleurs et qui m'a sauvé et aidé tout le temps. C'est la seule réponse, c'est la musique. C'est-à-dire que de toute façon, c'est des épreuves, il y a des moments difficiles, il y a beaucoup de déceptions. La seule guérison et la seule... ça ne peut passer que par la musique, c'est-à-dire retourner en studio, travailler, créer. C'est la seule réponse, en fait. Et c'est le seul endroit où on peut se guérir, en fait. Après, le reste, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est du plus. Mais pour moi, mon conseil pour les jeunes, c'est ça. C'est, de toute façon, oui, si on attend des retours, si on attend... Enfin, on a évidemment des attentes, mais souvent qui ont comme réponse que de la déception et de la souffrance. Donc, le seul endroit où on peut avoir des vraies réponses, c'est ça, quoi. C'est quand on est seul avec son instrument ou son papier, son stylo, ou j'en sais rien. Enfin, selon les gens, leur outil créatif, quoi. Moi, je parle de musique, mais après, les gens, ils peuvent avoir... faut trouver en soi quel est l'endroit où on crée, quoi, où on est cet enfant
voilà, qui s'amuse et qui s'exprime et qui crée surtout. Quoi que ce soit faire de la cuisine ou n'importe quoi, mais voilà, c'est cet endroit-là où on peut pas être déçu, quoi. Assouvir sa passion et la cultiver aussi et kiffer, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci à Paul aussi qui m'aide à préparer ces épisodes. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Normalement, c'était le dernier de la saison, si on ne change pas d'avis d'ici là. Donc à très vite pour une saison 3. Merci encore. Merci. Ciao. Salut. In phase.